Bien, eh bien, écoutez, bonsoir à tous, mesdames, messieurs, chers amis des forums, madame la ministre. Je suis très heureux en tant que président de Sciences Action de vous accueillir ce soir pour ce premier forum de l'année 2015. Je suis simplement un peu déçu parce que je sais que beaucoup auraient voulu être ici, mais malheureusement, nous n'avions pas cette place. Et donc, je voudrais saluer les internautes qui vont nous suivre en direct toute la soirée. Ce soir, on accueille un invité un peu exceptionnel, Thomas Pesquet. Il est originaire de Haute-Normandie. Il a préparé son bac à Dieppe. Il a fait ses classes préparatoires au lycée Corneille. Et donc je salue les élèves de ces deux lycées qui sont là ce soir pour l'écouter. Je voudrais simplement dire que s'il a ses racines en Haute-Normandie, il a quand même un peu la tête dans les étoiles. Facile. Il va nous parler de l'aventure exceptionnelle qu'il vit, qu'il va vivre. Il va, je crois, vous faire partager sa passion comme il l'a fait cet après-midi avec un certain nombre de lycéens. Vraiment, je suis très heureux de l'accueillir. Je voudrais remercier le président de région, Nicolas Mayer-Rossignol, qui nous a proposé, en l'invitant, que ce soit notre premier invité pour ces forums 2015. Le président de région a d'autres obligations ce soir, mais il va nous rejoindre au cours de la soirée. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et notez le prochain forum le 19 février. Bonne soirée. Voilà, merci. Merci à Dominique Gommier. Comme on a eu un tout petit peu de retard à l'allumage, eh bien, on ne va pas perdre du temps pour la mise en orbite. On écoute Thomas Pesquet. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir. Ça me touche que les gens se déplacent, particulièrement ici en Normandie, où oui, j'ai mes racines. Il y a des gens de ma famille, il y a des amis qui sont dans la salle, donc ça me fait plaisir. Moi, je suis très content d'être là. Malheureusement, je passe peu de temps en Europe, encore moins de temps en France et encore beaucoup moins de temps en Normandie. Je vais essayer de vous expliquer un peu comment ça se passe. Cette présentation, elle est intitulée « L'exploration spatiale en Europe, présent et futur ». C'est un peu présomptueux, c'est pas ça, c'est le présent, c'est un peu mon expérience à moi. Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est, la vie d'un astronaute en 2015, ce qu'on fait, pourquoi c'est important, comment on le fait. Je vais essayer de ne pas vous assommer avec des centaines de slides PowerPoint. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment échanger après ça et qu'on pose toutes les questions qu'on a envie de poser. Comme on l'a dit juste avant, c'est peut-être la seule fois où je vais avoir l'occasion de passer ici, malheureusement en Normandie, avant le vol. Ça ne veut pas dire qu'on ne reviendra pas après le vol, vous présenter un petit peu ce qu'on a fait là-haut. Mais si vous avez des questions à poser, posez-les. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions vexantes, je pense. Et moi, j'ai à cœur de répondre à tout ça. Voilà. Alors, le présent des vols habités, qu'est-ce que c'est? C'est la Station spatiale internationale. Station spatiale internationale, pour ceux qui ne savent pas, ça tourne en orbite au-dessus de nos têtes, 450 km d'altitude, 28 000 km/h. C'est l'objet le plus gros qui ait jamais été assemblé dans un milieu aussi complexe que l'espace. Ce projet-là, il a commencé en 98, premier lancement, et ce que vous allez voir derrière moi, c'est une animation de l'assemblage de la station spatiale. Il faut voir que tous ces modules, ils pèsent entre 10 et 20 tonnes, et que ça se fait dans le vide spatial. Ça commence en 98. Vous allez voir qu'en 2003, malheureusement, il y a une petite pause. Ça, c'est l'accident de la navette Columbia, pour ceux qui suivaient. Et puis tout ça, ça va doucement aller vers le présent. On voit que c'est un mécano hyper complexe, ça a l'air facile comme ça. Mais évidemment, dans la vraie vie, tous ces modules, il faut les déplacer. Ça impose de sortir en scaphandre, ça impose d'utiliser le bras robotique. Tout ça, c'est très complexe. Et encore maintenant, on voit qu'on a finalisé en fait l'assemblage de la station spatiale en 2012, on va dire à 95%. Donc cette station, bien qu'on ait commencé en 98 et qu'on l'utilise depuis 98, elle est vraiment finalisée depuis 2012. Là, elle prend petit à petit sa forme un peu finale que vous avez dû voir sans doute quelque part, j'espère, à la télé, sur Internet, c'est-à-dire une forme en croix, une centaine de mètres de largeur, et puis les modules pressurisés sur la longueur, à peu près 70 mètres.
Donc ça, c'est un grand terrain de foot hein, pour ceux qui sont branchés foot, voilà, qui tourne en orbite au-dessus de nos têtes. C'est tellement grand cet objet qu'on peut le voir à l'œil nu certaines nuits, certains matins ou certains soirs. Voilà. On a vu l'addition du module européen Columbus à l'avant de la station, la partie russe plutôt à l'arrière, la partie occidentale européenne plutôt à l'avant. Donc là, on est en 2010, il n'y a plus la date, mais c'est 2010. Et là, on est vraiment dans les dernières années, 2013, 2014. Voilà, la station spatiale, c'est ça que je voulais vous présenter parce que c'est pour ça qu'on s'entraîne. Moi, c'est ma destination dans l'espace. Voilà, là, un peu plus, de manière un peu plus pédagogique, c'est divisé par couleur. Tout ce qui est bleu, c'est américain. Tout ce qui est rouge, c'est russe. Et tout ce qui est vert, c'est européen. Voilà, alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a quand même quelques éléments américains qui ont été fabriqués par l'Europe. Mais globalement, c'est pour dire qu'on n'est pas les partenaires principaux de ce projet-là. On a à peu près 8%, l'Europe, de toute la Station spatiale internationale, donc c'est pas beaucoup. Ça, c'est la navette arrimée à la Station spatiale, l'ATV européen, arrimée à l'arrière, les véhicules Soyouz ici. Donc ça, c'est quand même une photo spectaculaire, c'est une photo de famille, on va dire, du spatial et des vols habités. Vu de l'extérieur, ça ressemble à ça. Il y a tous les petites étiquettes jaunes et les noms, c'est pour vous montrer qu'en fait, il y a énormément d'équipements. En gros, ça, c'est pour dire l'extérieur, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que l'entraînement dure longtemps. Ça, c'est une photo un peu pour se rendre compte de près, un module japonais vu d'un petit peu plus près. Et là, on va passer à l'intérieur. Donc l'intérieur, ça, c'est les couchettes des astronautes. Donc c'est là-dedans qu'on vit, qu'on a nos objets personnels. Donc là, vous voyez, c'est Noël. Il y a le sapin ici, le bonnet de Père Noël, donc le drapeau italien de mon collègue Paolo Nespoli, astronaute de l'Agence spatiale européenne. Et chacun, vous voyez, a son petit espace personnel, évidemment, aussi au plafond et au sol, parce qu'on utilise toute la surface. Ça, c'est une autre photo de l'intérieur. Donc, vous le voyez, l'extérieur est compliqué, l'intérieur est pas mal non plus. Un robot qui nous aide dans les tâches un peu répétitives ou dangereuses, une expérience qu'est en train de réaliser cet astronaute, japonais d'ailleurs, et tout un tas de câbles dans tous les sens. Vous imaginez un petit peu que ça prend quelques années avant de maîtriser, d'être capable de réparer tout ça, parce que c'est aussi ça le rôle des astronautes. Ça, c'est un repas à bord. Donc on voit bien qu'autour d'une table qui est plutôt petite, on met pas mal de gens, parce qu'on peut mettre des gens au-dessus de la table. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sur Terre. Donc une grande différence, on va quand même en trouver pas mal. On voit aussi des différences en termes de style de coiffure. Pour les filles dans la salle, vous voyez, il y a moyen de faire des choses impossibles sur Terre. Voilà, repas côté russe. Ça, c'est une autre photo de en fait, le tapis roulant qu'on a côté russe, qui était en maintenance. Donc, vous voyez, c'est pour dire que derrière chaque panneau, là vous voyez, on plonge dans les entrailles de la station, et c'est pareil tout autour. Derrière tous ces panneaux, il faut imaginer des systèmes complexes, ventilation, refroidissement, communication, etc. etc. Ça, c'est le système de scaphandre américain, côté américain. Quand on fait des sorties extravéhiculaires, nous, Européens, c'est toujours côté américain, donc on s'entraîne avec ce système. Encore une fois, c'est mon collègue Lucas Parmitano. J'aurais une petite histoire à vous raconter pour ceux qui ne la connaissent pas sur les mésaventures qui lui sont arrivées en sortie extravéhiculaire, malheureusement, l'année dernière. Ça, c'est côté russe. Côté russe, c'est pas le même système. Vous voyez, un scaphandre, ça s'enfile comme ça, on ferme la porte derrière soi. Mais c'est à peu près le même principe. On pourra en parler plus en détail si ça vous intéresse. Ça, c'est le module japonais, photo de famille de l'équipage. Ça, c'est première moitié de 2013. Vous voyez, toutes les nationalités sont un peu réunies. Italien pour l'Agence spatiale européenne, russe, 3 Russes, 2 Américains. C'est souvent ça, la composition de l'équipage. Ce sera le cas pour moi aussi, 3 Russes et 2 Américains, en novembre 2016. Donc, je rappelle ma date de départ. Donc ça, c'était... Ah oui, c'est vidéo, ça, je crois, qui ne marche pas, donc. Ça arrive forcément. Donc on va passer au laboratoire Columbus. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais partir d'une approche un peu générale, et puis on va détailler en fait la participation européenne, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de dire qu'est-ce que fait l'Europe dans tout ça, qu'est-ce que fait la France dans tout ça, qu'est-ce que moi je fais dans tout ça. Nous, on fournit le laboratoire Columbus. C'est un laboratoire de recherche scientifique. Ça, c'est une photo de l'intérieur. Et on va réaliser des expériences dans cette station spatiale qui vont utiliser en fait les propriétés de l'impesanteur pour accéder à des phénomènes physiques qu'on ne peut pas voir sur Terre, qui sont masqués
qui sont dissimulés. Ça, c'est une photo de nuit. Mon collègue Alexander Gerst, allemand, qui a volé l'année dernière. Voilà. Et ça, cette lumière rose, en fait, c'est pas un effet de style, c'est une expérience de biologie où on fait pousser des végétaux comme ça de nuit pour étudier en fait l'influence de la gravité sur les racines et les feuilles. Un autre rôle de la station de l'agence européenne dans l'espace, c'est de ravitailler la station spatiale. Et pour ça, on a un véhicule qui s'appelle l'ATV, Automated Transfer Vehicle, qui part de Kourou, en Guyane française, avec Ariane 5, 20 tonnes au décollage, qui ravitaille en eau, en gaz aussi, en oxygène, en cargo, les astronautes à bord de la station spatiale. À gauche, une photo du décollage, donc c'est spectaculaire, et à droite, on voit le système d'arrimage en fait, qui va nous permettre de venir s'accrocher à la station spatiale. Ça, c'est la TV en approche finale, les espèces de petits jets qu'on voit sur les côtés là. C'est en fait les moteurs qui en fait éjectent des gaz pour permettre de s'orienter dans l'espace. Je ne sais pas si le son est très bon, moi j'entends beaucoup, mais ouais. Ça percute, on va essayer de changer. C'est mieux comme ça là? C'est mieux? Mieux? J'aurais pu me le dire avant. Donc ça c'est la TV en approche finale. On voit ce qu'on voit au début de l'écran. C'est la station spatiale et ce qu'on voit au fond, c'est la TV qui vient s'arrimer. Encore une fois, photo de famille pour montrer que la TV vient s'arrimer à l'arrière, la navette à l'avant et qu'en fait on a un véritable balai des véhicules spatiaux différents pour ravitailler la station spatiale et amener les astronautes, les cosmonautes. Nous, au-delà de toutes ces contributions techniques, on envoie aussi des gens dans l'espace à l'Agence spatiale européenne. On ne les envoie pas sur nos véhicules, hein, on ne décolle pas avec une Ariane depuis Kourou, on part de Baïkonour, où on partait avant avec la navette spatiale depuis Cap Canaveral. Qu'est-ce qu'on fait dans la station spatiale? On fait des sorties extravéhiculaires pour faire de la maintenance, des réparations, pour installer des expériences scientifiques à l'extérieur. Ça, on s'entraîne en piscine, vous l'avez peut-être tous déjà vu, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir ça, ça c'est chez nous. Chez nous, c'est au centre des astronautes à Cologne, à 3 heures de train de Paris, donc c'est pas très loin, on peut visiter si ça vous intéresse un jour. On commence comme ça, ensuite on se qualifie, ça c'est le scaphandre russe. Donc la première fois qu'on rentre dedans, quand même, il ne faut pas être claustrophobe parce qu'on ferme la porte derrière soi et puis en fait on a l'impression d'être plus ou moins dans un cercueil, c'est très très serré avec juste une vitre devant, là on peut pas toucher son visage, on peut rien faire, c'est pas très agréable. Et puis on reste là-dedans 6 heures pour faire une sortie extravéhiculaire. Voilà, donc on travaille sous l'eau, on utilise la poussée d'Archimède pour annuler le poids du scaphandre, avoir une espèce une portance, et ça simule du mieux qu'on peut l'impesanteur dont on fait l'expérience dans l'espace. Qu'on ne peut pas reproduire sur Terre à part en vol parabolique. On n'a pas de chambre antigravité, ça n'existe pas. Parfois on me pose la question, non, ça n'existe pas. Ça c'est la version américaine. Cette piscine, c'est sans doute la plus grande du monde. Dedans, il y a l'intégralité de la station spatiale qui est reproduite en maquette grandeur nature. Donc on aperçoit un petit peu ça. 110 mètres de long sur 50 mètres de large. Cette piscine, je ne devrais même pas dire piscine, je devrais dire bassin. C'est un bassin d'entraînement plutôt qu'une piscine parce qu'on n'y nage pas. Et on va enfiler le scaphandre. Vous voyez aussi en fait, le sous-vêtement de protection thermique avec une circulation d'eau pour refroidir le corps parce que dans l'espace, on passe de températures très très chaudes, extrêmes quand on est au soleil, à très très froides quand on est à l'ombre. Donc on a des couches protectrices dans le scaphandre, mais aussi un refroidissement thermique actif avec de l'eau qui circule autour du corps. Donc ensuite, on enfile le haut du scaphandre, on enfile le casque, on est descendu dans la piscine avec une grue parce que ce scaphandre, qui évidemment ne pèse rien en orbite, il pèse 200 kg quand on est sur Terre, donc on ne pourrait même pas se tenir debout. Et on est descendu dans l'eau. On va faire comme ça, aidé par des plongeurs, 6 heures où on répète vraiment les opérations, on va dire, de maintenance, d'entretien qu'on va avoir effectuées à l'extérieur de la station. Alors ça, physiquement, c'est difficile, parce que ce scaphandre, il est pressurisé, donc il s'oppose un peu au mouvement du corps. Pour serrer la main, à peu près, c'est l'équivalent de la force qu'il faut pour écraser, pas complètement, mais écraser un peu une balle de tennis. Vous imaginez 6 heures à faire ça dehors, à faire des opérations de maintenance très mécaniques, en fait, c'est une des parties les plus fatigantes, les plus difficiles physiquement, on va dire, du métier d'astronaute. Ça, cette photo, c'est pour vous donner une idée de l'échelle, donc 200 kg, vous voyez, c'est quand même assez volumineux. Ça, c'est mon collègue Lucas, au milieu, qui a volé en 2013, mon collègue Andreas, qui décolle
le 1er septembre 2015 et qui ont été tous les deux recrutés en même temps que moi, qui font partie de ma classe, ma promotion d'astronaute. Une dernière photo pour vous montrer qu'on est toujours, évidemment c'est pas Gravity, hein, je me doute qu'il y aura peut-être des questions comme ça, mais on est toujours relié, vous voyez ici, par cette espèce de poulie qui va se dérouler pendant toute la sortie extravéhiculaire à la structure, on lâche jamais. On a également des longes qui nous servent à s'accrocher localement quand on reste à un certain endroit un peu plus longtemps. On a dans le dos, vous voyez un petit peu ici, et ici sur le haut, un mini scooter de l'espace comme Georges Clooney, mais sauf que ça sert uniquement au cas où tout le reste a raté, qu'on se détache de la structure, mais on a une chance. C'est-à-dire on arrête les rotations, on s'oriente vers l'endroit où on a lâché, et là on va avoir une poussée pour aller raccrocher la structure. Et si on n'y arrive pas, malheureusement, ça c'était la dernière chance. Voilà, ça n'arrive jamais. Ça se passe toujours très bien, on est toujours attaché. Ça, c'est ce à quoi ça ressemble en réalité. C'est la sortie du sas. Vous voyez, quand on sort là, on tombe dans la lumière. On pourrait très bien aussi sortir à un moment où il fait nuit. On fait quand même 16 levées et couchers de soleil par jour. Une orbite, c'est 1h30. Le tour de la Terre en 1h30. Donc c'est 45 minutes de jour, 45 minutes de nuit. Une chance sur deux de se retrouver dans le noir complet quand on sort. Ça, encore une fois, c'est dans la lumière. C'est pour vous donner une idée aussi de la complexité à l'extérieur. Parfois, on arrive à se perdre à l'extérieur de la station en se déplaçant comme ça en scaphandre, surtout dans le noir. On arrive à se perdre parce que c'est hyper complexe et puis parce qu'on perd tous ses repères. On ne sait plus où est le haut, le bas, etc. Le viseur doré, c'est pour se protéger du soleil, essentiellement. Et les lumières sur les côtés, c'est pour quand il fait nuit. Voilà. Donc ça, c'est une grande partie de l'entraînement. On a fait aussi des vols paraboliques. Donc ça, vous voyez, ça se passe à Bordeaux-Mérignac, donc en France. Et c'était mon premier vol parabolique. Donc vous voyez au grand sourire qu'a tout le monde sur le visage, c'est quand même une expérience incroyable. Une expérience complètement incroyable. Ça, maintenant, c'est ouvert au grand public. On peut acheter son billet pour des vols paraboliques. Alors c'est encore un petit peu cher, mais c'est pas non plus les prix qu'annonce Virgin Galactic pour aller dans l'espace. Et cet avion va décrire des trajectoires d'une parabole, en fait, plutôt un arc d'ellipse. Et pendant cette parabole, 22 secondes, on se retrouve en état d'impesanteur par rapport à la cabine de l'avion. On s'en sert pour entraîner les astronautes un petit peu, mais surtout pour tester les techniques et les technologies et la recherche qu'on va effectuer dans la station spatiale. C'est un moyen pas cher d'accès à l'impesanteur qui est très apprécié des scientifiques. Voilà, ça c'est un exemple d'activité qu'on avait eue pour faire un truc un peu tout bête, mais du massage cardiaque dans la station spatiale. Si ça se passe mal, quand on doit faire un massage cardiaque, comment on va faire? La personne flotte, on ne peut pas la bloquer, on ne peut pas masser parce qu'on n'a pas le poids pour appuyer dessus. Et la technique qu'on a trouvée, nous, qu'on a un peu mise au point, ce qui marche le mieux, on essaie plein de choses. On essaie immobiliser avec les jambes, etc. C'est d'aller mettre les pieds au plafond et de faire du massage cardiaque comme ça en orbite. Ça, ce que ça montre, c'est que tout est plus compliqué, en fait, quand on se retrouve dans la station spatiale et qu'il y a des choses qu'on sait faire sur Terre et qu'il faut réinventer. Langues étrangères, donc vous voyez derrière, il y a l'alphabet russe. Ça a été un très très gros morceau. Il a fallu apprendre le russe pour pouvoir communiquer avec nos collègues cosmonautes qui, eux, apprennent l'anglais. Donc ça, c'était pas la partie la plus drôle. Le russe est difficile, très belle langue, mais très difficile. Mais ça me permet d'insister un petit peu sur le côté langues étrangères pour les gens qui sont étudiants ou scolaires qui sont ici. Ça, on le répétera jamais assez pour nous, mais pour tout le monde, c'est devenu primordial, extrêmement important. Nous, on est l'agence spatiale européenne. On parle beaucoup de langues, français, anglais. Il y a des Allemands, des Italiens, des Belges, toutes les nationalités. Et puis, nous, encore plus dans le domaine des vols habités, on travaille avec la NASA, avec les Russes, avec les Japonais, avec les Canadiens. Demain, peut-être avec les Chinois. Donc, pas négliger les langues étrangères, c'est important. Pilotage. Alors, on était sur 6. On était 4 pilotes. Il y en avait 2 qui n'étaient pas pilotes. Vous les voyez sur la photo, là, en bleu. Il a fallu qu'ils apprennent. On estime que c'est important. Les astronautes ne sont pas tous pilotes professionnels, mais les qualités d'un pilote sont importantes dans le métier d'astronaute. Donc, eux, ils ont commencé sur des petits avions. Moi, j'ai eu la chance, dans ma vie d'avant, d'en piloter des plus gros. Et j'ai eu la chance de pouvoir continuer. Encore aujourd'hui, j'arrive à voler comme pilote chez Air France à peu près une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Donc si vous prenez un Paris-Toulouse un jour ou un Paris-Madrid, ce sera peut-être moi.
Et ça, c'est bien. Pourquoi? Pas tellement pour la maniabilité, mais pour le travail en équipage, les procédures, etc. C'est très très similaire. Vous allez voir d'autres photos plus tard à ce qu'on fait dans le Soyouz, par exemple. Stage de survie, ça c'est les parties un peu fun de l'entraînement, même si ça n'a pas l'air fun comme ça. Stage de survie, pourquoi? Parce que quand on revient de la station spatiale, on est censé tomber à peu près au bon endroit, mais il se peut très bien qu'on tombe un peu plus loin, 400-500 km du point d'atterrissage prévu. Et si la météo n'est pas très bonne, et si on tombe dans une région un peu accidentée, en théorie, on pourrait avoir à survivre 2-3 jours par nous-mêmes, juste avec les moyens du bord. Donc ça s'improvise pas, avant qu'on nous retrouve, avant que les hélicoptères nous retrouvent. Ça s'improvise pas, ça s'apprend. Donc on a fait 4 jours en Sardaigne, dans la montagne, dans une vallée, et puis finalement, le scénario, c'était que personne venait nous chercher, donc on est parti comme ça à marche forcée un peu, et puis on a rejoint l'hélicoptère tout en haut, on était contents, ils nous ont emmenés pour nous balancer dans l'eau, et on est resté 24 heures en fait sur ce petit radeau là au milieu à 10 nautiques des côtes. Ça c'est une autre photo un peu plus près. Vous voyez, c'est pas super confort. Ça apprend un peu à tester ses limites, ça apprend à se connaître, ça apprend à connaître les autres. C'est des connaissances techniques, mais aussi des connaissances au final assez psychologiques sur soi-même, sur les autres, sur le travail en équipe. Stage de survie, ça c'est la version hiver, parce que ça s'arrête pas là quand même, ce serait trop facile. Donc ça c'est dans la banlieue de Moscou. Et par moins 25, on a passé 3 jours dehors dans la forêt, avec ma collègue Samantha, italienne, qui est en ce moment même dans la station spatiale. Et ça c'est pareil, c'est en cas de retour qui se passe mal, mais en hiver. Donc on fait avec les moyens du bord, avec le parachute, on se fait un tipi, un abri, on fait du feu, et puis on essaie comme ça de survivre pendant 3-4 jours. Le résultat de ça, c'est que je ne pourrai plus jamais faire un feu de camp de ma vie entière. J'ai passé la nuit à regarder le feu de camp et à sentir l'odeur de feu. Maintenant, je suis vacciné, allergique, parce qu'évidemment, la nuit, on ne peut pas dormir, il fait trop froid, quoi. Médecine, alors on n'est pas médecin du tout. On a des qualifications un peu basiques, parce que en orbite, on doit faire face un peu à toutes les situations. Donc on nous a appris à faire des points de suture, des choses un peu faciles, mais aussi à faire des choses un peu moins drôles, comme arracher des dents ou faire une trachéotomie avec du style un stylo bille. Donc ça, évidemment, on ne s'entraîne pas l'un sur l'autre, on ne se le fait pas mutuellement, n'ayez pas peur, mais on a appris à le faire. Voilà. Et on espère que ça fait ces genres d'entraînement qu'on fait en espérant ne jamais avoir à s'en servir, surtout arracher des dents, ça, j'aimerais pas le faire. Mais s'il y a une urgence médicale ce soir, messieurs, dames, sachez que on peut y répondre. Entraînement physique, on fait dans la station spatiale 2 heures de sport, 2 heures et demie de sport par jour, tous les jours, pendant 6 mois, mission de 6 mois de longue durée, parce qu'on perd en masse musculaire, on perd en masse osseuse. Il y a beaucoup de muscles dont on ne se sert pas. En fait, déjà, tous les muscles des jambes, on ne s'en sert pas, on flotte comme ça, on se déplace avec les bras. Tous les muscles du dos qui vous permettent de vous tenir droit ou même assis de manière, j'en vois plein qui se redressent, de manière un peu droite. Nous, on ne s'en sert pas dans la station spatiale. Donc si on ne faisait rien, au bout de 6 mois, en revenant sur Terre, on serait un peu liquide en fait. On aurait du mal à se tenir debout et ça ne se passerait pas très bien. Donc pour ça, pour parer à ça, on fait 2 heures et demie de sport par jour dans la station. Et on s'entraîne au sol évidemment, parce que l'idée c'est plus on arrive en forme, plus on va revenir, enfin plus on part en forme, plus on va revenir en forme. Voilà, d'un côté vous avez l'entraînement avec une machine de torture qu'on a, ça c'est à la NASA, et ça c'est la version en orbite. Vous voyez, là l'orientation a aucune importance. On lève des poids, alors évidemment c'est pas des poids, c'est de la résistance pneumatique. Et puis là ce que vous voyez qui est assez drôle, c'est qu'en dessous, c'est la coupole, donc c'est une fenêtre panoramique de vue sur la Terre. Donc vous imaginez, comme ça on fait sa musculation le matin en regardant, et là on passe au-dessus de la Terre, c'est quand même assez sympa. C'est plus sympa que la version de gauche. Ça c'est comment ça se passe dans la réalité. Donc, vous voyez au fond, cette vidéo elle est intéressante, au fond on a un vélo d'exercice, mais qui en fait n'a pas de selle. Mais on n'a pas besoin d'avoir de selle. Hein. Pourquoi faire une selle ? On pédale, nous ce qu'on veut c'est faire l'effort avec les jambes, on n'a pas besoin de reposer, ça repose tout seul. Et au premier plan, vous voyez cette machine de musculation qui bouge entièrement parce qu'on ne veut pas transmettre des vibrations à la structure de la station. On a des expériences scientifiques qui utilisent l'absence de gravité, donc une espèce d'absence de gravité un peu pure comme ça, on ne veut pas aller secouer ça parce que ça gâcherait tout. Donc ça c'est isolé mécaniquement, vous imaginez le casse-tête.
tout ce qu'on veut faire dans l'espace devient très compliqué. La vie de tous les jours, l'hygiène, la nourriture, le sport, etc. Alors ça, j'ai mis un peu d'anglais pour renforcer le côté langues étrangères. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Sans gros mots, ça veut juste dire qu'il faut se connaître soi-même, connaître les limites de sa performance, se mettre dans des situations de stress où on diminue un peu son confort, on brouille un peu les repères habituels. On est allé s'enfermer pendant 7 jours sous terre, en Sardaigne. Et on a eu une organisation en fait en expédition avec des astronautes que vous voyez tout autour de ce lac souterrain qu'on a découvert le dernier jour. C'était un peu la récompense. On était organisé en expédition avec des objectifs scientifiques, des objectifs d'exploration pour dresser la carte d'une grotte souterraine qui n'avait jamais été explorée. Ça, c'est vraiment pour nous apprendre à travailler en équipe et à se connaître, et puis se mettre dans les situations qu'on va retrouver en fait dans l'espace. C'est un peu paradoxal d'aller sous terre pour se préparer à l'espace, mais c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est une photo que j'ai. Celle-là, je l'ai mise parce que je suis fier, c'est moi qui l'ai faite. Et avec la lumière du casque et un temps d'exposition très très long, on pouvait écrire des choses comme ça, lumineux. Peut-être vous avez fait ça quand vous étiez petit, mais nous, on a réussi à écrire ça sous terre. On était très contents. Voilà, excusez-moi, ça me faisait plaisir. On a aussi fait ça sous l'eau. On a vu tout à l'heure les entraînements en piscine. Ça, c'est la mission de NIMO, en fait, qui se passe au large de la Floride. On a un laboratoire sous-marin qui est immergé de manière permanente, trentaine de mètres de profondeur, à 10 nautiques des côtes. Et on va s'amuser, je ne devrais pas dire s'amuser, parce que ce n'est pas vraiment de l'amusement, mais on va simuler là-dedans des missions spatiales. En fait, on utilise ça comme notre module qui nous amènerait sur, par exemple, un astéroïde. Donc on vit dedans et tous les jours, on sort en scaphandre, sauf que nous, on le fait sous l'eau avec des casques de scaphandrier. Et on va répéter un peu les techniques qu'on utilisera pour faire vraiment de l'exploration de planètes ou d'astéroïdes. Donc ça, c'était en juillet de l'année dernière. On fait de la robotique. Robotique, ça veut dire on pilote un bras robotique de 17 mètres articulé qui bouge en fait dans toutes les dimensions et qui va nous servir à déplacer des charges à l'extérieur de la station. Alors ce bras, il est articulé dans toutes les directions et il peut, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il peut marcher à l'extérieur de la station, c'est-à-dire la main va s'agripper quelque part, il va décrocher en fait l'épaule qui devient la main qui s'agrippe quelque part comme ça à l'extérieur de la station. C'est assez incroyable à voir comme ça, 17 mètres, encore une fois à 450 km d'altitude. Mais ça sert à ça, ça sert à déplacer par exemple un astronaute. Là vous voyez, il est sur le bout du bras robotique, donc ça il faut imaginer quand même, on est dans son scaphandre, perché, attaché par les pieds à un bras de 17 mètres. Donc 17 mètres, vous imaginez, c'est quand même pour les gens qui ont le vertige, c'est pas terrible. En dessous, il y a la station spatiale, et puis en dessous, il y a 450 km de vide, et puis on voit la Terre défiler. Donc ça, c'est quand même une vue qui est assez sympa. Moi, j'espère que j'aurai cette expérience-là, mais en tout cas, je pense que c'est un truc qui reste toute la vie. Avec ce bras robotique, on attrape en fait tout bêtement des véhicules de ravitaillement qui, eux, au lieu de s'arrimer, ils viennent se mettre en vol stationnaire sous la station. Et c'est les astronautes qui, avec cette espèce de poste de pilotage, avec des petits joysticks comme ça, pilotent le bras robotique, vont les attraper, les arrimer à la station, et ça nous permet d'être ravitaillés en consommables, en eau, en vêtements aussi, parce que les vêtements, malheureusement, on ne les lave pas, on n'a pas de machine à laver, on les jette, on les met assez longtemps, on les jette. Assez longtemps, je ne vais pas choquer les gens, mais un t-shirt, c'est 2 semaines dans la station spatiale. La première semaine, on le met pour travailler. La deuxième semaine, on le met pour faire du sport, 2h30 par jour. Au bout de 2 semaines, on le jette. Heureusement. Voilà donc une très belle photo avec un astronaute en sortie extravéhiculaire au bout du bras robotique, la Terre en dessous. Et là, il fait la même avec la tête à l'envers, donc encore mieux. Voilà. Pour accéder à l'espace, on y va avec le vaisseau Soyouz. Donc je vous ai mis un peu les dimensions, 7 mètres, 2 mètres 70. Ça, c'est de la technologie russe. Ça se reconnaît parce qu'on dirait un assemblage de vieilles casseroles. Par rapport, je sais que les gens sont déçus en général. Ici, la navette spatiale, c'est classe. Le Soyouz, ça marche très très bien. C'est hyper fiable, mais c'est vrai qu'en termes de look, c'est pas la Ferrari à laquelle on a l'habitude. Voilà, il se sépare en 3 parties. Et en fait, les astronautes cosmonautes sont assis dans la partie du milieu pendant le lancement. Alors tout ça, ça reste uni pendant le lancement et ça se sépare pendant le retour. Ça, c'est la partie de gauche, c'est la partie dans laquelle on peut vivre un petit peu. La partie du milieu, la partie dans laquelle on s'assied.
Ça ressemble à ça à l'intérieur. Alors c'est tout petit à l'intérieur. Ça c'est pris avec un grand angle. On a l'impression que c'est spacieux, que c'est tout confort et qu'il y a toutes les options. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Ça c'est le lanceur. Donc, il faut imaginer ce vaisseau Soyouz, il est sous la coiffe, sous la partie blanche. Là. Il est amené en train vers le pas de tir. La fusée fait une 50aine de mètres de haut. Et en fait, les astronautes viennent s'installer dans ce dernier étage de la fusée, là, sous cette coiffe blanche. Et on est lancé. On met, donc ça ressemble, c'est déjà un peu plus représentatif de la réalité. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place pour se bouger là-dessous. Ensuite, on retire la coiffe, on déploie les panneaux solaires, les antennes, on fait tout un tas d'activités et on va venir s'arrimer à la station spatiale. Donc là, c'est un Soyouz en approche finale. On s'arrime, on ouvre les sas et ensuite on passe de l'un à l'autre. Le Soyouz, lui, il reste accroché pendant 6 mois, pendant toute la durée de la mission. C'est notre radeau de secours en fait. S'il se passe quoi que ce soit, on a toujours l'option de retourner dans le Soyouz en urgence, de se détacher et de retourner sur Terre. En normalement quelques heures, on peut revenir sur Terre. Alors, pas forcément à l'endroit où on nous attend, donc ensuite ça se complique pour être récupéré, mais si on fait face à un des trois grands problèmes qu'on peut avoir dans la station, c'est-à-dire le feu, un feu qui se déclenche, la dépressurisation, c'est-à-dire un trou dans la carlingue, on va dire tout bêtement, dans la structure d'un des modules qui fait qu'on perd notre atmosphère, ou un gaz toxique ou un liquide toxique qui se répand dans l'atmosphère et qui évidemment menace la santé, la vie des astronautes. Ça, c'est les 3 grandes urgences qu'on a. Dans le pire du pire des cas, mais évidemment encore une fois ça n'arrive jamais, on rejoint le Soyouz et si on ne peut pas sauver la station, on sauve au moins nous-mêmes et on redescend sur Terre. Descente et atterrissage, donc ça vous avez vu lancement avec une fusée, retour en parachute. En fait retour, on sépare la capsule en 3 morceaux, on oriente le bouclier thermique, on rentre dans l'atmosphère, tout ça, ça brûle, la température s'élève à plusieurs milliers de degrés, on a un bouclier thermique, c'est fait pour ça. On descend, on tombe dans l'atmosphère, on ouvre un parachute, puis un deuxième, et puis on vient atterrir de manière douce. Ça c'est ce que les Russes appellent ça l'atterrissage doux. Alors, pour imaginer l'atterrissage doux, vous êtes en voiture au feu rouge, vous êtes arrêté, et puis il y a quelqu'un qui arrive à 50 km/h derrière, qui vous en plafonne à 50 km/h et vous êtes arrêté. Donc c'est à peu près l'atterrissage doux. Voilà, c'est fait pour ça, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas le meilleur moment. Là, on voit la capsule après la rentrée atmosphérique. Donc on voit que c'est tout brûlé, en fait, tout ça. On voit les équipes de secours et les hélicoptères. Et au premier plan, on voit en fait le logement du parachute, le logement duquel le parachute est sorti. Ça, c'est la récupération des astronautes. Donc vous voyez, après 6 mois dans l'espace, on n'est pas en très bon état. Hein. Moi, je dis souvent 6 mois dans l'espace, 6 mois pour s'en remettre. Mais c'est vrai, il y a tout un tas de modifications, on pourra en parler un peu plus tard, qui se passent. Le corps s'habitue à l'état d'impesanteur, ce qui est bien quand on est là-haut, ce qui est un peu moins bien quand on redescend. On n'a pas eu même le poids de son corps pendant 6 mois, et là, tout d'un coup, pendant la rentrée atmosphérique, on prend 4G, donc 4 fois le poids de son corps. Si ça se passe un peu moins bien, on prend 11G. Donc vous imaginez, on n'a plus trop l'habitude de ce genre de sensation. Voilà. Tout ça, c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on y fait dans la station spatiale ? On fait 2 choses. Moi, je dis toujours, on fait de la recherche et de l'exploration. On fait de la recherche dans tout un tas de domaines, et ça, on peut en parler. Sciences des matériaux, en ce moment, ça marche super bien. De la recherche en biologie, de la recherche en physique des fluides, en médecine et physiologie. Donc ça, on a tout un tas d'expériences. À peu près 50% du temps des astronautes, il est dédié à la recherche. On utilise la station comme un laboratoire pour mettre l'espace au service de tout le monde. Encore une fois, on ne fait pas ça pour se faire plaisir. Moi, ça me fait très plaisir de le faire, mais l'idée, c'est qu'on le fait pour vous, quelque part. On le fait pour utiliser ces propriétés-là, pour trouver des brevets, des nouvelles techniques, des technologies, des avancées, pour faire un peu avancer la connaissance, pour que finalement la vie de tout le monde s'améliore. C'est un peu des grands mots, mais c'est ça l'idée. Une petite vidéo pour vous montrer comment ça se passe, parce que je commence peut-être à vous endormir en parlant trop. Donc juste pour dire qu'il faut changer sa manière de bosser dans l'espace. Vous voyez, les trucs les plus simples, parfois ça devient extrêmement compliqué. Voilà, par contre, on peut faire des trucs sympas. On peut, quand on a fini d'écrire,
On peut laisser son stylo là, et puis tourner la page, reprendre le stylo, et puis continuer à écrire. Donc ça, dans la station, ça marche bien. Par contre, j'ai vu des astronautes le faire au sol en revenant, parce qu'ils étaient tellement habitués que, et ça je l'ai vu en Russie, retour au sol, hop, on trinque évidemment, parce que ça arrive en Russie de trinquer au succès des choses, trinque les astronautes qui reviennent, trinque, lève le verre et puis le lâche comme ça et puis s'en vont, parce que dans la station c'est pas grave, le verre il reste, mais évidemment sur Terre ça demande une petite phase de réadaptation. On regarde beaucoup la Terre depuis la station. Cette photo, je l'aime bien, c'est la coupole dont je vous parlais tout à l'heure, donc fenêtre d'observation panoramique, on prend plein de photos. Les astronautes prennent, celle-là aussi elle est jolie, prennent énormément de photos dans la station spatiale, ils les tweetent, on peut suivre tout ça sur Twitter, sur Facebook, etc. Et c'est assez drôle de voir qu'en fait on va dans l'espace, mais qu'au final les gens vont dans l'espace en regardant la Terre en fait. Et puis on pourra parler aussi un petit peu de tout ça si ça vous intéresse, de ce que ça provoque, de l'effet un peu de recul, de perspective que ça provoque chez les gens. Et moi j'adore parler de ça avec mes collègues, de voir le changement que ça provoque en fait, de voir tout ça d'en haut. Voilà. Est-ce que je vous ai endormi? Pas encore. On peut parler maintenant un peu plus d'exploration. J'ai parlé vraiment beaucoup de recherche, d'entraînement, on a parlé beaucoup du présent. Maintenant, on peut parler un petit peu du futur, de l'avenir. Parce qu'encore une fois, je le redis, ce qu'on fait dans la station spatiale, c'est de la recherche, mais c'est aussi de l'exploration. L'exploration, c'est toujours pareil. C'est une démarche pas par pas. On fait comme ça un peu des sauts exploratoires. On envoie quelqu'un, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver, on envoie quelqu'un d'un peu résistant, d'un peu costaud, d'un peu guerrier, explorateur. Et puis ensuite, on apprend un peu sur ce nouveau milieu. Petit à petit, on va se l'approprier, on va s'habituer à tout ça, on va comprendre un peu les tenants et les aboutissants, on va le maîtriser. Et une fois qu'on l'aura maîtrisé, on va répéter ce processus pour aller de plus en plus loin. Voilà, ça c'est l'exploration sur Terre, ça se passe comme ça. Mais c'est aussi l'exploration spatiale. Et ce n'est pas deux choses différentes. L'exploration spatiale, c'est la continuation dans l'espace de l'exploration sur Terre. C'est tout bête. C'est juste le milieu un peu plus compliqué. Donc, j'allais dire, on va un peu moins vite, mais c'est même pas vrai, parce que si vous me demandez 1492, Christophe Colomb, 50 ans après, je ne sais pas s'ils avaient déjà fait énormément de choses. Nous, 50 ans après, les débuts du spatial, on a déjà fait énormément. On a une station spatiale, on a l'homme dans l'espace depuis presque 15 ans. On habite l'espace depuis 2001 de manière ininterrompue. Voilà. Mais ça, ce n'est pas une fin en soi. Ça sert à envisager d'aller plus loin. Donc, destination future, vous les reconnaissez, ces deux planètes, j'imagine. Ça, c'est pas pour mettre une slide très compliquée. Ça fait toujours bien d'avoir une slide très compliquée, mais c'est pas pour ça. C'est pour dire que, en fait, la destination, elle est là, vous la reconnaissez. Hein, ça, on arrive à se mettre à peu près tous d'accord là-dessus. Quand je dis tous, c'est tous ces gens-là. Et là, vous reconnaissez la NASA, mais vous reconnaissez aussi le CNES, Centre d'études spatiales, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, les Canadiens, les Italiens, les Allemands, les Japonais, tout le monde. On est d'accord là-dessus. On veut, à terme, aller sur Mars. Ce qu'on ne sait pas encore bien faire, c'est comment y aller, en fait. On a des technologies qui sont importantes, sans lesquelles on ne sait pas faire une mission vers Mars, sans lesquelles on ne sait pas faire. Donc, on a identifié ça, on travaille dessus. Et puis, ça, c'est le présent, ISS. On va servir de l'ISS, faire de la recherche, mais la recherche qui a pour but d'avoir l'homme dans l'espace plus longtemps. Cette fois-ci, pas de la recherche qui a pour but de trouver des résultats pour la Terre, et de la technologie qu'on va utiliser pour des missions au long cours, en fait, des missions de plus en plus loin, des missions de plus en plus longues. Voilà. L'image que j'aime bien donner, c'est quand on a commencé à développer l'aviation, on a compris tout de suite que ça allait être vraiment très bien pour faire des longues distances, pour franchir les montagnes, pour franchir les océans. Ça, on l'avait à peu près compris. De la même manière que nous, on a à peu près compris que c'est là qu'on veut aller. Et après, on peut aussi discuter le pourquoi du comment. Mais donc ensuite, par contre, on ne s'est pas lancé au-dessus de l'Atlantique du premier coup. Parce qu'on n'était pas sûr de la technologie, parce que c'était trop de risques. Voilà, on en est un peu là avec Mars. Donc, ce qu'on a fait avec l'aviation, on a développé la technique et la technologie en restant près du sol. Ensuite, un jour, on s'est dit, allez, on va faire la traversée de la Manche. On l'a fait, ça a marché. Un jour, on s'est dit, allez, cette fois, on est un peu plus sûr de nous, on a développé encore la technologie, on va faire la traversée de la Méditerranée. On l'a fait, ça a marché. Et puis un beau jour, on s'est dit, ça y est,
Là, on pense qu'on peut le faire raisonnablement, on y va, on a traversé l'Atlantique. Et ben, c'est ça qui se passe. C'est aussi bête que ça. Nous, d'aller sur Mars, c'est notre traversée de l'Atlantique à nous. On n'est pas à un point où on peut dire demain on le fera avec un niveau de risque suffisant, et puis on n'ira pas directement. On fera des étapes. Et ça, c'est normal. C'est pas que les gens savent pas où ils veulent aller. C'est pas vrai. On entend souvent la NASA sait pas ce qu'elle veut, les gens savent pas ce qu'ils veulent. C'est pas vrai. On sait où on veut aller. Il y a juste plusieurs moyens d'y arriver. En fait, c'est ça l'idée qu'il y a derrière tout ça. Ça, c'est un selfie. On peut pas faire une présentation sans selfie en 2015. Enfin, c'est peut-être plutôt 2014 selfie. Peut-être je suis un peu has-been. Mais c'est un selfie de Curiosity sur Mars. J'aurais pu mettre Rosetta aussi. J'espère que vous avez suivi ça. Grande première mondiale. Elle est posée une comète, une comète, poser un atterrisseur sur une comète. C'est comme l'idée, c'est comme poser une mouche sur une balle de fusil à 500 000 km de la Terre. Et c'est même pas exagéré, hein, c'est ça. Si on regarde les chiffres, c'est vraiment ça qu'on a fait. Ça n'avait jamais été fait avant. Encore une fois, l'idée, c'est découvrir l'origine de la vie, etc. Et ça, on peut en parler parce que c'est important d'expliquer aussi pourquoi on le fait. C'est pas juste on s'autocongratule d'avoir fait une performance, mais on sait pourquoi on le fait. Voilà. Donc pour dire que l'exploration robotique, ça s'oppose pas à l'exploration humaine. C'est pas vrai. Encore une fois, les gens parfois disent mais est-ce qu'il vaut pas mieux envoyer des robots? C'est pas est-ce qu'il vaut pas mieux envoyer des robots. Il faut faire les deux, obligatoirement. Et ça va ensemble. Les robots, c'est des précurseurs, c'est plus facile, c'est moins cher, ouais, c'est moins compliqué, mais en même temps, le retour, il est 100 fois moindre. Et ça, c'est pas moi qui le dis, parce que c'est facile de prêcher pour sa paroisse à soi. Ça, c'est les scientifiques qui le disent. Les scientifiques du projet Curiosity, dont certains sont français à Toulouse, ou à Paris, me disent on a hâte qu'on puisse envoyer des gens, parce que Curiosity, c'est une lenteur, c'est formidable, mais par rapport à ce qu'ont fait les astronautes américains sur la Lune, en 3 jours, eux, ils ont fait plus de résultats que Curiosity va faire en 2 ans et demi. Alors Curiosity, Mars, c'est 400 millions de kilomètres maximum. La Lune, c'est 400 000, donc il y a un facteur 1000 entre les deux, évidemment. Mais les gars me disent, quand on aura des astronautes là-haut, le retour scientifique sera sans doute, probablement aussi avec un facteur 1000. Le seul problème, c'est comme je vous l'ai dit, on n'est pas encore prêt à y aller, mais on y travaille. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que ça, je ne sais pas si vous avez suivi le 5 décembre, donc cette année c'est une année très spatiale, il y a eu Rosetta, très bien, mais il y a aussi eu le premier vol de la capsule Orion, qui est la nouvelle capsule des États-Unis en fait, mais sur laquelle l'Europe a une participation qui fait le module de service ici avec la propulsion et les sous-systèmes. Et cette capsule, elle est créée pour aller vers Mars. Premier vol le 5 décembre. Et ça, je trouve que c'est passé relativement inaperçu, mais c'est quand même super important. On a une capsule pour aller sur Mars, on l'a déjà fait voler une fois, pas vers Mars, mais juste pour la tester, et on va continuer. Donc c'est quand même un sacré pas qu'on a fait, et puis c'est pour dire qu'on y travaille activement. Ça, c'est les photos de la récupération de la capsule après son retour sur Terre par la marine américaine. Voilà, cette photo-là, je ne l'ai pas mise juste parce qu'elle est jolie, mais c'est pour dire que au final, dans tout ça c'est très technique, c'est très technologique, mais la plus grande inconnue qu'on a, elle n'est pas technique, c'est pas les systèmes, c'est l'homme en fait au final. C'est une aventure très humaine. On n'a jamais perdu de vue la Terre, jamais. Même les astronautes des missions Apollo, qui sont allés faire un tour de Lune, ils l'ont perdu de vue pendant le tour de la Lune, mais à part ça, c'était toujours dans le viseur. Quand on ira vers Mars, il faut imaginer quand même que les distances ne sont pas les mêmes et que dans l'état actuel des choses, on a un an de croisière, 300 jours de voyage aller. Pendant 300 jours, on va avoir perdu de vue la Terre. On sera dans le noir total, on regardera des étoiles par le hublot qui ne bougeront même pas parce qu'elles sont tellement loin ça ne donne pas l'impression de mouvement. Donc on sera suspendu comme ça, complètement seul. Il n'y a pas de moyen de retour. On ne peut pas faire demi-tour sur une trajectoire spatiale. Une fois qu'on est parti sur une trajectoire vers Mars, le seul moyen de revenir, c'est d'aller jusqu'au bout et de revenir. Donc s'il y a un problème qui se déclenche au début, on est tout seul. On est plus tout seul que les navigateurs dans l'Atlantique, on est plus tout seul que les gars au pôle Nord, enfin on l'est pas encore, on le sera. Et ça, psychologiquement, c'est sans doute une des grandes inconnues. On ne sait pas trop ce qui va se passer, on ne sait pas trop comment s'entraîner à ça. Mais encore une fois, on y réfléchit, il y a des simulations qui sont faites, des gens qui sont restés enfermés 1 an dans un module en banlieue de Moscou pour simuler un voyage, 1 an, 500 jours, simuler un voyage aller-retour vers Mars et regarder les effets que ça avait un peu sur leur psychologie. Voilà. Ça, c'est le futur, je ne sais pas. Ce que ça veut dire, c'est que dans la démarche d'exploration que je vous ai décrite tout à l'heure, les astronautes en fait
professionnels vont aller de plus en plus loin. Parce que, allez, en 2025, on aura vraiment bien maîtrisé cette orbite basse terrestre, on aura appris tout ce qu'on voulait apprendre, et puis il va être temps vraiment, nous, d'aller plus loin. Ça ne veut pas dire qu'on va abandonner l'orbite basse terrestre, mais ça veut dire qu'on va ouvrir aux gens qui vont suivre. Et les gens qui vont suivre, d'accord, ok, au début, c'est pas monsieur tout le monde, je ne dis pas que tout le monde ira dans l'espace en 2025, mais c'est des compagnies privées. Les compagnies privées, maintenant, emboîtent le pas des agences parce qu'elles pensent qu'il y a des choses à faire dans l'espace. Donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire que nous, on n'est pas là en train de faire des choses qui ne servent à rien. On a des compagnies comme Virgin Galactic qui veulent faire donc des vols suborbitaux. On a une compagnie comme celle-ci qui est basée au Texas qui veut créer un hôtel avec des modules gonflables en orbite basse terrestre. Ça a l'air d'être de la fantaisie totale, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que pendant que moi je serai sur la station spatiale internationale, on va tester un de ces modules. On va installer un module gonflable et on va le gonfler. On va regarder si ça se passe bien et si ça résiste vraiment à l'environnement. Voilà. Donc on a aussi des compagnies, c'est une compagnie suisse, il y a plein d'entreprises comme ça qui s'intéressent à l'espace, qui veulent lancer une espèce de petite navette comme ça sur le dos d'un avion pour faire de la recherche éventuellement à long terme pour envoyer des gens. Donc le mouvement, c'est vraiment ça. C'est nous, nous, quand je dis nous, mes collègues astronautes, les agences, on va aller encore plus loin et puis poursuivre cette histoire humaine de l'exploration. Et puis derrière nous, tout ça, ça va s'ouvrir. C'est déjà en train de s'ouvrir en ce moment, des vols paraboliques jusqu'à Virgin Galactic. Il y a déjà toute une gamme d'accès à l'espace, on va dire, pour le public ou pour les entreprises privées. Et tout ça, ça va nous suivre. Et puis c'est un peu ça, l'histoire du spatial. C'est la continuation dans un milieu compliqué de l'exploration humaine. Voilà, donc votre week-end en 2035, ce sera peut-être en orbite basse terrestre, je ne sais pas, admirer un lever de soleil, c'est quand même sympa en flottant comme ça dans la coupole. En tout cas, moi, ça me fait rêver. Je ne sais pas encore du ticket, je ne sais pas le prix du ticket, mais l'idée, c'est vraiment de démocratiser tout ça. On ne fait pas ça pour nous, on fait ça pour tout le monde, on fait ça pour vous. Et moi, je suis là aussi pour dire, ben voilà, ça touche un peu tout le monde, tout ça. Et puis ça a l'air très loin, on n'a pas tellement l'habitude, mais en fait c'est pas si lointain que ça, et puis il y a des applications dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est pas pour me faire de la pub, mais c'est pour dire que dans cette démarche un peu de partager cette expérience-là, de ne pas la vivre de manière un petit peu égoïste, on essaie de communiquer là-dessus. Les astronautes, moi je pense que ça fait aussi un peu partie de la mission, c'est de revenir sur Terre en parler. Contrairement aux sondes spatiales qui malheureusement ne reviennent pas en parler. Nous, on peut partager ça et puis essayer d'incarner un petit peu, en toute modestie, cette aventure-là, de revenir, de dire, bah voilà, regardez, c'est en train de se passer ça, c'est possible, c'est pas si loin de vous que vous imaginez, en fait, tout ça, c'est très lié. Et puis, on prend des photos dans la station, on est sur Twitter, les astronautes de ma promotion sont tous sur Twitter, sur Facebook, et puis on essaie de partager ça via les nouvelles technologies, on va dire les médias sociaux avec le plus grand nombre. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais. J'espère que c'était pas trop indigeste. Maintenant, on arrive à la partie importante. En fait, tout ça, on s'en fout un petit peu. Maintenant, ce qui compte, c'est les questions. Est-ce que vous avez des questions? Et moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, la balle est dans votre camp, dans notre camp. Je vous en prie, manifestez-vous. Nos amis du rez-de-chaussée également. Si je pouvais les avoir en retour, ce serait pas mal. Et puis ici, allez-y, on attend vos questions. Je vous en prie. Alors, une question au rez-de-chaussée. Je dis rez-de-chaussée parce qu'il y a plusieurs salles. Voilà, alors je ne sais pas, je n'ai pas le retour. Si M. Samuel veut bien me mettre en communication avec la Terre, ça m'arrangerait. Nous avons un problème, Houston. Oui. Alors, allons-y. Je vais écouter la question plutôt. Alors, on va l'écouter seulement. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était très émouvant. Il y a une question que je voulais vous poser. C'est combien de temps mettons entre le départ de la fusée et l'arrivée dans le module? D'accord. Oui, allez-y, je vous en prie, tout le monde a entendu. C'est une bonne question. Alors, c'est marrant que vous posiez cette question parce que ça a changé récemment. Jusqu'à il y a peu de temps, on mettait 2 jours, en fait. On mettait 2 jours, pas parce que c'est loin, 450 km, c'est rien du tout, vous faites ça en voiture tous les jours, bon là c'est en vertical, mais bon.
mais parce que en fait, on voulait phaser un petit peu, on ne voulait pas tirer ce Soyouz en fait, vers la station, parce que si on perd le contrôle, on ne veut pas aller percuter ça. Donc on tirait de manière très déphasée, on faisait beaucoup de manœuvres en orbite pour se rephaser et ensuite aller s'arrimer. Maintenant, on a plus confiance dans notre technologie, on tire directement dans le plan de l'orbite et les manœuvres de phasage sont beaucoup plus courtes. Maintenant, on met 6 heures. Donc on met 6 heures pour monter, pour redescendre, c'est beaucoup plus rapide, on met même pas 2 heures, on met 1h45 pour redescendre. C'est les Russes qui ont modifié leur protocole d'approche? Oui, tout à fait. Donc, depuis 2013, mi-2013. Pardon de m'immiscer comme ça, mais qu'est-ce qui les a empêchés de faire ça avant? C'est technologique ou c'est simplement... C'est technologique. Alors, il faut voir que le Soyouz, vous avez vu que de l'extérieur, ça ressemble un peu à des casseroles. J'ai dit une fois, je ne vais pas le dire trop parce qu'ils vont mal le prendre. Ça marche très bien, c'est extrêmement fiable. Et justement, ça marche. C'est extrêmement fiable parce que c'est la même techno depuis les années 70, oui. Le Soyouz. Les gens s'imaginent toujours que le spatial, c'est extrêmement technologique, rutilant, dernière technologie, etc. Il y a plus de technologie dans votre iPhone, presque, j'exagère à peine, que dans un Soyouz. Mais récemment, ces 10 dernières années, on a quand même modifié un peu tout ça. C'est de plus en plus numérique. Avant, c'était purement analogique. C'est de plus en plus numérique. Il y a des nouveaux calculateurs. Il y a des backups qui n'existaient pas avant. Enfin, des redondances, en fait, on dit vraiment, c'est le terme correct, qui n'existaient pas avant, qui permettent, en fait, d'avoir un degré de fiabilité encore plus grand. Et maintenant, on se permet de faire des choses qu'on ne se permettait pas de faire avant. Voilà. D'accord. D'autres questions? Je vous en prie, manifestez-vous. Ce n'est pas possible. Vous avez un astronaute en face de vous. Oui, Claire. Alors... allons-y, on écoute la question. Voilà, je vous vois mal. Voilà, merci monsieur de vous manifester. Je vous écoute, nous vous écoutons. Merci bien. Il y a une quinzaine d'années, on pensait pouvoir réaliser assez facilement sur orbite des matériaux, de la recherche, au-delà de la recherche, même peut-être de la fabrication de matériaux, de pharmacie aussi. Ouais. Et on a compris que quelque part, on avait voulu aller trop vite et qu'il fallait revenir à des études scientifiques ou véritablement à de la recherche fondamentale. Est-ce que maintenant, on a un peu passé ce stade de la recherche fondamentale? Est-ce qu'on en est proche de la recherche appliquée? Alors, c'est une bonne question. On a de la recherche appliquée. Ce qu'on n'a pas, par contre, c'est des choses comme de la production. On ne va pas produire en orbite des matériaux, on ne va pas produire en orbite même de la biologie. On n'a pas cette vocation-là. Ça, ce sera malheureusement dans un futur proche toujours trop cher. On ne va pas produire du médicament en orbite parce que redescendre le ventre sur Terre, je ne vous raconte pas le prix de la gélule. Donc ça, on ne le fait pas. On a toujours de la recherche fondamentale, oui. On a de la recherche plus appliquée maintenant et on essaye d'insister là-dessus, particulièrement dans la médecine. Mais on ne fera jamais, malheureusement, de la production, quelque chose qui est plus de l'application. Mais ce n'est pas vraiment la vocation. C'est vrai qu'on a voulu aller trop vite. On s'est rendu compte que voilà, ce n'était pas la meilleure idée qu'on avait eue. Et maintenant, on se concentre vraiment là-dessus. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, je crois une question. Là-bas, voilà. Bonsoir, mademoiselle. Je crois. Voilà. C'est une question beaucoup moins sérieuse. Je voulais savoir si vous aimez Stanley Kubrick et quel regard portez-vous sur 2001 ? Oui, j'aime bien, mais 2001, c'est le côté, je ne vais pas dire poétique de l'espace, mais un petit peu. Quand on regarde dans la littérature, dans le cinéma, etc., il y a toute une gamme. Ça inspire beaucoup l'espace, heureusement. Moi, je trouve ça chouette. Moi, ça m'inspire aussi. Mais on peut aller du côté poétique total, un peu inspiré par la beauté de l'espace, à un côté vraiment très technique, qui est un peu le côté un peu l'étoffe des héros. Donc c'est vraiment entre ces deux extrêmes-là qu'on se situe. Ce qui est marrant, c'est qu'il avait tout bon sur beaucoup d'aspects. Et ça résonne encore sur beaucoup de choses. Moi, je vois des gens, la dernière fois, j'ai pris une photo du véhicule de retour, de rentrée atmosphérique démonstrateur de l'ESA, et ça ressemble étrangement au grand monolithe noir de la fin. Et ça m'a choqué, j'ai regardé ma photo, je dis mais mince, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc il y a des résonances comme ça qui sont assez drôles. Ouais, qui sont assez drôles. Oui, une question sur le pas de tir, nous y allons. Oui, monsieur, madame, nous vous écoutons. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. Et je voulais savoir si vous savez comment sont sélectionnés les projets de recherche qui sont menés en orbite et comment vous sont communiqués les protocoles aussi que vous devez suivre, puisque ce n'est pas forcément votre profession de base. Oui, tout à fait. Alors, la sélection, les protocoles de sélection. C'est même pas notre profession du tout. On n'a pas la vocation de se substituer aux chercheurs, on n'a pas les compétences pour ça, ça c'est certain.
Oui, alors oui, la réponse est oui. Je sais comment ils sont sélectionnés. Il y a des appels d'offres de l'Agence spatiale européenne, il y a des appels d'offres du CNES qui sont publiés, auxquels on peut répondre, un peu dans plein de domaines différents. Je n'ai pas d'adresse web spécifique en tête, mais je suis sûr que ça existe. Il y a une sélection qui est faite à base de peer review, comme on dit dans la science. Et puis ensuite, l'ESA, par contre là, c'est l'agence qui va mettre tout ça en musique, va faire correspondre en gros les contraintes de l'environnement spatial aux ambitions des scientifiques. Souvent, les scientifiques disent « Oh, ce serait super si on pouvait faire tout ça, etc. » Et puis l'ESA est là pour dire « Attendez, c'est un environnement compliqué, on ne peut pas faire tout comme on veut, les gens n'ont pas beaucoup de temps, il faut que ça soit facile, etc. etc. » On met tout ça en musique, et ensuite, nous, le résultat qu'on obtient en bout de chaîne, c'est donc une expérience technique du matériel dont on est responsable, et puis des instructions, en fait, une procédure qu'on suit, on est entraîné là-dessus au sol, et on réalise ça dans la station sous le contrôle aussi permanent, parce qu'on n'a pas la science infuse du tout, du centre de contrôle qui regarde un peu par-dessus notre épaule et qui nous conseille et qui répond à nos questions. Voilà, c'est comme ça que ça se passe un peu de A à Z. Et ensuite, retour du vol, l'ESA transmet les résultats scientifiques aux différents laboratoires qui ensuite, eux, publient. Nous, on n'a pas vocation de publier ou de faire ce genre de travail, ça c'est les laboratoires qui le font. Alors, nous retournons au rez-de-chaussée qui gagne par 5-1. Voilà, monsieur, bonsoir. Bonsoir Thomas. Je voudrais poser une question toute simple. Pourquoi vous dans l'espace parmi les dizaines d'astronautes ou de spationautes? Je ne sais pas quel est le terme exact, mais comment déjà vous avez été sélectionné pour intégrer l'ESA et pourquoi vous dans l'espace? Pourquoi vous avez triché, Thomas? Pourquoi? Ah bah oui, moi j'ai triché dès le départ pour être sûr que ça allait bien marcher. Non, pourquoi vous? Je ne sais pas, je suis peut-être pas la personne la mieux placée pour répondre à cette question-là, parce que c'est pas moi qui ai pris la décision. Évidemment, moi j'étais là pour expliquer pourquoi c'est une bonne idée de me prendre moi, mais j'étais peut-être un peu de mauvaise foi. Je ne sais pas. On va dire que, je vais répondre d'une autre manière à votre question. Je veux dire, quand je regarde le profil de mes collègues et de ma génération, en fait, de ma classe d'astronautes, de ma promotion d'astronaute par rapport aux générations précédentes, j'ai l'impression qu'on a beaucoup insisté sur le côté psychologique. On va avoir des missions de plus en plus longues, dans des environnements difficiles, de la promiscuité, de la fatigue, etc. Il faut être capable de travailler en équipe, il faut être capable de s'entendre avec les gens, il faut être patient, il ne faut pas être agressif. Donc on a insisté là-dessus, je pense, dans la sélection. Les gens avec qui je travaille, moi je le vois, je ne sais pas, je ne peux pas parler de moi, mais je peux parler de mes collègues. C'est des gens qui sont plutôt faciles à vivre, avec qui c'est facile de travailler, qui sont ouverts. Et voilà. Je ne dis pas que ceux d'avant ne l'étaient pas. Je dis qu'on a insisté sur cet aspect-là, en insistant moins peut-être sur d'autres aspects. Voilà. Le balcon ouvre le score. Oui, je vous en prie, monsieur. Ouais, en fait, j'ai une question. J'aimerais savoir quand on estime aller sur Mars, en quelle année? Alors, en quelle année? C'est difficile de donner une date. Tu as vu sur ma diapositive, on a, sans s'engager sur une date, on sait que ce ne sera pas avant 2035. Ah ouais? Voilà, ouais. D'accord. Ah ouais. Du coup, ce sera peut-être pas moi, mais peut-être toi, tu as ta chance en fait. Je suis comme chat, comme on dit en Normandie. Non, le spatial, c'est des projets à long terme. Hein. Rosetta, alors je reviens sur Rosetta, qui est aussi un bel exemple de réussite, qui s'est posé, c'est même plus 10 ans de croisière, et puis le projet, il a été engagé il y a 20 ans. Donc il y a des gens, quand même, c'est quand même impressionnant, enfin moi ça m'impressionne, il y a des gens qui, il y a 20 ans, ont été visionnaires, assez visionnaires pour dire voilà, on va engager un budget quand même assez conséquent, et puis on va travailler sur ce truc pendant 20 ans pour que dans 20 ans, on ait cette réussite. Quand même, il faut le faire, moi ça m'impressionne. Voilà. 2035, rendez-vous. 2035. Voilà, minimum. Forum des savoirs 2035. Voilà. Okay. D'accord. La salle du bas maintenant. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, tout d'abord, merci. Il y a le projet Mars One qui pourrait se dérouler à partir de 2018. Oui. Que pensez-vous de ce projet? J'en pense pas spécialement du bien. C'est pas... Il n'y a pas de querelle de clocher, je ne suis pas en train de dire que nous, ce qu'on fait dans les agences, c'est mieux, et puis qu'on n'est pas là en train d'être snob et de prendre les gens de haut. Alors, le projet Mars One, j'explique pour les gens qui ne savent pas, c'est envoyer des gens sur Mars en fait, en les filmant 24/24, en finançant la mission avec les sous de la télé-réalité, et puis les envoyer avec juste le billet aller, et sans assurer leurs moyens de retour. Voilà. Mais c'est vrai, je n'exagère pas, c'est ça le projet. Voilà, donc... écoute, on verra en 2018, et puis peut-être que l'actualité me donnera tort, mais si jamais en 2018, il y a des gens qui sont envoyés sur Mars par Mars One,
eh ben moi, je veux bien changer de métier. Je suis convaincu que ça ne marchera pas. Je suis convaincu que ça ne marchera pas. C'est trop complexe. C'est trop difficile, c'est pas vrai. On ne peut pas y arriver comme ça en 5 ans avec les sous de la télé-réalité. Il ne suffit pas de s'improviser agence spatiale. Les gens font ça. Je veux bien qu'on dise que les agences, voilà, on a parfois une certaine lenteur, on a tout ce qu'on veut bien. Mais ça fait 50 ans qu'on fait ça avec l'expertise des gens, des budgets qui sont quand même assez conséquents, même si au final, c'est pas très cher. Si c'était aussi facile que ça, on l'aurait fait. Enfin, il y a quand même un paquet de suicidaires qui se sont manifestés. Oui, alors voilà, c'est vrai qu'il y a... Je veux pas dire, encore une fois, c'est pas les suicidaires qui vont manquer, quoi. Non. Je veux pas rentrer, je veux pas dire à les gens, moi je suis un astronaute, c'est pas du tout ça l'idée. C'est pas du tout ça l'idée. Mais je pense que déjà les gens, pour l'instant, ils s'engagent, ils signent des papiers, ils trouvent ça sympa. Et puis, si jamais vraiment le jour J, il fallait monter dans la capsule et les gars savaient très bien qu'ils allaient y mourir et pas revenir, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de gens qu'au final, il y a de volontaires en ce moment. Mais c'est normal, c'est pas une critique. C'est le ça. buzz. Ouais. Oui, il y a une question là-bas, je crois. C'est pas mauvais. Je suis un peu négatif, je suis désolé, mais c'est juste, moi je te dis, moi je pense que ça marche pas. Peut-être je me trompe, mais je pense que ça marche pas. Allez-y là-bas. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Bonsoir Thomas. J'aurais voulu savoir si votre enfance avait été bercée par la conquête spatiale et si vous aviez un souvenir vague ou un facteur déclencheur qui vous a poussé dans votre mission, dans votre carrière. Allongez-vous, Thomas. bercé par la conquête spatiale. Oui et non. J'aime bien, je fais des réponses de Normand. Aujourd'hui, j'ai le droit de dire oui et non. Moi, j'aimais bien ça, mais j'étais pas un malade, un fondu de la conquête spatiale. C'était pas ma monomania. Tout simplement parce que pour moi c'était tellement loin, tellement difficile, tellement virtuel, tellement pas pour moi. Faire astronaute, c'était un truc pour les Superman. Je pensais c'était pas quelque chose qui était à ma portée du tout. J'y pensais même pas, je savais pas comment ça marchait, une sélection d'astronautes, des choses comme ça. Donc j'y rêvais un peu bêtement, un peu naïvement, mais sans vraiment me dire ah oui, quand je serai grand, vraiment je ferai ça, parce que je dis tellement. Et puis voilà, et puis petit à petit en fait tout ça s'est mis en place. Il n'y a pas de formation d'astronaute. Les parcours en ligne droite comme ça n'existe pas, ça existe presque jamais pour moi, pour tout le monde. C'est une succession d'expériences, de rencontres, d'efforts. Je ne veux pas dire que c'est le hasard, c'est pas une succession de hasard, c'est pas ça que je dis. Il y a un facteur hasard, mais il y a aussi un facteur effort, persévérance, etc. Et c'est une succession de choses qui se sont passées. C'est toujours comme ça. Moi, je me suis orienté vers les sciences et les techniques. Je me suis orienté vers un métier d'ingénieur à l'agence spatiale. J'ai beaucoup voyagé à l'étranger. Je suis devenu pilote. Et puis, sans m'en rendre compte, quelque part, j'ai assemblé toutes ces petites briques qui correspondaient au profil recherché. Mais pas en me disant, je fais ça parce que un jour je serai astronaute. Une sélection tous les 15 ans. Il y a des gens qui étaient, ce que je dis souvent, qui étaient malheureusement trop jeunes la dernière et qui étaient trop vieux à la mienne. Ces gens-là, ils étaient sans doute 10 fois meilleurs que moi. Ils n'ont pas eu leur chance. Vous avez été pilote, enfin vous êtes pilote, oui. Plutôt que sous-marinier quand même. Vous étiez plutôt vers le haut. C'est vrai, mais on a des sous-mariniers. Moi, j'ai un collègue à la NASA qui était sous-marinier avant, comme quoi tout arrive. Oui, une question là-haut. Oui, bonsoir. Bonsoir. Une question au sujet du sommeil. Est-ce que vous respectez les cycles terrestres de 24 heures ou pas ? On vous entend mal, monsieur. Vous pouvez répéter ? Je crois que je l'ai, c'est bon. On est testé aussi pour Louis sur les cycles du sommeil. On respecte effectivement. Merci, c'est sympa. Pardon. Je vais boire un petit verre d'eau. Je suis désolé. En plus, c'est vrai. Bon. On va enchaîner. On respecte les cycles du sommeil. Oui, on est sur l'heure UTC en fait, l'heure du méridien de Greenwich. Voilà. Il a fallu se mettre d'accord en fait entre les Russes, les Américains, les Japonais. Évidemment, tout le monde était plutôt partant pour avoir sa zone horaire locale. Et puis on a dit si on n'arrive pas à se mettre d'accord, on va taper au milieu. Et nous, on était très contents parce qu'au milieu, c'est chez nous. On a 1 heure de différence. Les Japonais, ils travaillent la nuit tout le temps. Le centre de contrôle nous suit la journée des astronautes. Et nous, on fait une journée normale, 7h du matin, 20h, 21h le soir. Oui, une question là-bas, je crois. Bonsoir. Laissez pas le micro. Bonsoir. Voilà. On entend bien maintenant. Parfait. Très bien, très bien. J'aurais voulu savoir, est-ce que vous avez des appréhensions au fur et à mesure que la date de votre départ arrive ?
Alors, ouais, oublier quelque chose. Non, on n'a pas. C'est une question. Souvent, les gens posent la question et disent est-ce que vous avez des appréhensions, est-ce que vous avez peur, est-ce qu'il y a des trucs qui font peur. On n'a pas. Je dis on parce que c'est pas que moi, mais on n'a pas peur, je pense. Enfin, peur pour sa vie ou peur d'y laisser des plumes. On n'est pas plus courageux que n'importe qui. Hein, c'est pas vrai. C'est juste qu'on s'entraîne pour ça, en fait. On s'entraîne pour ça tous les jours. Donc le décollage, d'ici à ce que j'arrive en novembre 2016, la séquence de décollage, avec tout ce qui peut se passer, le feu, les trucs qui tombent en panne, etc., je l'aurais fait 350 fois. Donc s'il se passe quelque chose, bah, évidemment, il y aura un petit stress. On n'est pas des surhommes du tout, hein, mais on n'aura pas peur parce que ça va déclencher une réponse tac, 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 tu sais, un peu mécanique, on sait ce qu'on a à faire, etc. Et puis quand tu as quelque chose à faire, tu n'as pas peur. Donc on n'a pas peur comme ça. On a peur de faire des erreurs, moi je pense. C'est s'entraîner 10 ans pour faire rater une expérience scientifique parce que tu appuies sur le mauvais bouton. C'est quand même un peu... Donc c'est ça, c'est pas une peur, mais c'est une crainte un peu de faire des erreurs. Et puis l'autre aspect, c'est que quelque chose arrive à nos proches pendant qu'on est 6 mois dans l'espace, parce que là, on ne peut pas venir aider. Et ça aussi, c'est des situations qui, a priori, je pense, sont pas faciles à vivre, mais qui n'arrivent jamais. Oui, encore une question ici. Ouais, j'ai encore une question. Faut-il faire de longues études pour faire astronaute? Et lesquelles? Alors, des longues études, je ne veux pas répondre oui, parce que ça va faire peur aux gens. Il faut un parcours un petit peu académique. Académique, c'est un bien grand mot. Il faut un diplôme scientifique et technique, parce qu'on évolue dans un milieu, tu as bien vu sur les diapositives de la station spatiale, c'est très technique tout ça. Donc, il faut quand même être un peu câblé comme ça. Il y a des gens qui sont médecins, il y a des gens qui sont chercheurs, il y a des gens qui sont ingénieurs, il y a des gens qui sont pilotes d'essai, souvent, pas uniquement pilotes. Donc tu vois, il faut quand même avoir une petite validation, on va dire, un diplôme de ton niveau technique. Après, on n'a pas besoin d'être expert mondial dans quelque chose, c'est pas vrai. Hein. Encore une fois, il faut montrer qu'on est capable de comprendre un peu ce milieu-là, d'évoluer dans ce milieu-là. Il faut un aspect opérationnel. Ça veut dire pas forcément laboratoire, ça veut dire être allé se confronter un peu au monde réel, dans un environnement où les décisions qu'on prend, elles ont des conséquences immédiates. Et moi, je vois mes collègues, j'ai un collègue scientifique, lui, il a étudié les volcans, il est allé sur des volcans en Antarctique. Donc ça, c'est clairement un milieu opérationnel. Il était sur des brises-glaces, il allait sur des îles du Pacifique, etc., au bord d'un volcan. Donc ça, c'est clairement opérationnel. Un collègue ingénieur, il était sur une plateforme pétrolière, tu vois, au large du Congo. Les gars qui sont pilotes d'essai, ils ont ce côté opérationnel. Donc académique, opérationnel, et puis, je vais remettre une petite couche, international. International. Il faut que ça soit clair. C'est pour les jeunes que je le dis. Ça n'existe plus les approches. Enfin, pour moi, j'ai l'impression, moi je vis là-dedans, ça n'existe plus les approches franco-françaises. Et c'est pas grave, c'est pas dommage, ça fait pas peur. C'est mieux qu'avant. Dans tous les métiers, médecin, ingénieur, je sais pas, journaliste, chef cuisinier, tout ce que tu veux, si tu parles anglais, si tu parles les langues étrangères, ça t'ouvrira des portes qui sinon resteront fermées. Voilà, ça c'est sûr. C'est pas que valable pour moi, c'est valable pour tout le monde dans cette salle qui est en train d'étudier. Ok, j'avais une autre question. Est-ce qu'il y a eu déjà des accidents graves? Attendez, qui est-ce qui a un micro là? C'est moi. Ah bon? Il a dû partir en apesanteur. Allez-y, je vous écoute. Bonsoir. J'avais une question pour vous. C'était quelles avancées technologiques sur Terre ont été permises grâce aux recherches scientifiques effectuées en amont dans l'espace? Alors, il y a plein de manières de répondre à cette question. Il y a des avancées technologiques qui ont été faites sans qu'on cherche spécifiquement les faire. Tu vois, tout simplement parce que ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de pousser un peu les limites de la connaissance, et en faisant ça, on se rend compte qu'on crée un peu des problèmes. Comment assurer la vie dans l'espace, comment faire en sorte que les matériaux résistent, etc. Il faut répondre à ces problèmes-là, et toutes les avancées ensuite se répercutent sur la Terre. Donc ça, on pense toujours à des trucs bêtes comme le velcro, des choses comme ça, ce qui est pas vrai, d'ailleurs, c'est pas inventé par la conquête spatiale, mais dans le domaine des matériaux, dans le domaine des moteurs, dans le domaine de la propulsion, dans le domaine des communications, il y a énormément de choses. Et là, je parle juste vol habité. Mais après, si on prend le spatial au plus large, là, c'est carrément dingue.
enfin, tu vois, on va pas reparler du GPS, des communications par satellite, et c'est de la météo ou des choses qui n'existaient pas avant. Donc le spatial dans son ensemble, c'est complètement renversant. Les vols habités ont une partie non négligeable de ça. Et maintenant, ce qu'on fait, et ce qu'on ne faisait pas avant, on envoyait des gens dans l'espace dans les années 60-70, pour des raisons un peu politiques, hein, c'est pas un gros mot, il ne faut pas avoir peur de le dire, hein, on s'en cache pas, enfin, moi j'étais pas là pour le faire, et maintenant on pense d'abord à l'intérêt scientifique, et maintenant on fait de la recherche. Donc il y a des exemples un peu bêtes, c'est en alliage des matériaux. Moi j'ai lu un papier récemment, alors récemment ça date un peu maintenant, mais sur la coque de l'iPhone 5. Tout bête, qui utilise des propriétés qui ont été, alors elle n'est pas fabriquée dans l'espace évidemment, mais qui utilise des propriétés issues de la recherche spatiale. En médecine, il y a un vaccin contre la salmonellose. Alors ça, c'est côté américain, malheureusement, c'est pas côté européen, c'est dommage, mais qui est en phase de test, qui a été issu de manipulations américaines dans la station internationale. C'est des choses comme ça qui se passent. Voilà, des exemples. Alors malheureusement, on n'est pas bon pour communiquer là-dessus, et ça, je suis d'accord avec toi, c'est un problème qu'on a, parce que c'est de la recherche fondamentale, et puis parce que parfois, l'Agence spatiale européenne, donne les résultats au labo et après s'en désintéresse. Ça, c'est une grosse erreur, il ne faut absolument pas faire ça. On essaie de changer ça et puis d'avoir des exemples comme ça, justement. Avant de passer à d'autres questions, là, on parlait de politique et des années 60. Je vais profiter de la présence de Dominique Gambier et M. Meillard-Rossignol pour vous poser une question, mais je pourrais comprendre que vous ayez du mal à y répondre ou que vous ne vouliez pas. En cas de tension politique sur Terre, avec tous les gars d'un peu partout que vous avez là-haut, dont des gars qu'on donne l'habitude de se crêper assez facilement le chignon. Est-ce que vous avez des protocoles, mais je parle sérieusement. Protocoles de crêpage de chignon? Oui, parce que en apesanteur, ça peut donner des drôles de trucs. Non, mais sérieusement, est-ce qu'on vous en parle? Est-ce que vous faites confiance? Est-ce que c'est un thème d'entraînement? Non, alors c'est vrai que c'est une bonne question. Merci. Parce que tout à l'heure j'ai dit un truc désagréable. Donc, et non, c'est pas un thème d'entraînement. C'est bizarrement, nous on n'a pas ce problème dans les équipages parce qu'on est un peu tous sur le même bateau. Donc ce qui se passe entre les États quelque part, on essaie de mettre ça de côté. Moi je le vois entre mes collègues russes et mes collègues américains, on n'a pas arrêté de s'inviter à manger et puis de faire des choses ensemble le soir parce que l'actualité politique ou internationale était ce qu'elle est. Moi, la manière dont je le vois, c'est plutôt à l'envers. C'est que nous, on est une des meilleures raisons qu'ont ces gens à un niveau plus haut et plus politique de ne pas se crêper le chignon, justement. Bah oui. Ils ne peuvent pas vraiment se crêper le chignon parce qu'on est là. Et parce que qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire les Américains et les Russes? Parce qu'évidemment, on n'a pas donné des noms, mais on va les donner. Alors qu'ils ont une coopération comme ça qui est pacifique et qui marche bien au vu et au su de tout le monde. Et on a ce rôle-là, j'espère, qui est aussi de désamorcer ces antagonismes et puis de faire en sorte que ça aille pas si loin que ça. Et ça aussi, même si on ne l'a pas fait pour ça, c'est une retombée positive. On en a plein. J'espère que je vous convainc. Je ne suis pas là pour vous convaincre, mais j'espère que ça vous parle des vols habités. Ouais. Enfin, si les Russes boudaient et disaient on ne va pas les chercher, c'est les Soyouz qui montent quand même. Oui, mais le problème c'est qu'ils montent, mais ils n'ont personne à monter. S'ils ne montent pas les Américains et les Européens. Voilà. Donc tout le monde, on a besoin l'un de l'autre. Donc ça, après, il y a des effets d'annonce, je suis d'accord. Les gens disent on va arrêter. Mais non, c'est trop intégré. Ce qu'il faudrait, c'est que la Terre entière elle est en orbite déjà, mais soit astronaute. Mais les missions du futur, et c'est intéressant, mais on ne va pas parler que tous les deux, mais c'est intéressant. Les missions du futur, on aura des Chinois, on aura des Indiens, etc. Et ce sera super. C'est pas l'Arche de Noé, hein, mais c'est un peu naïf, je sais, mais vous verrez, ce sera comme ça. Alors, en bas, une question, je crois. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous nous expliquiez tout à l'heure que donc, le Soyouz soviétique était un engin qui était technologiquement extrêmement fiable. Est-ce que vous pensez qu'à contrario, les Américains ont perdu la main dans la course à l'espace avec leurs accidents de navette et bien qu'ils fabriquent, comme vous l'avez expliqué, 70% de la station spatiale internationale? Merci. Ouais. J'aime bien le soviétique, le Soyouz soviétique. Il est plutôt russe maintenant que soviétique. C'est vrai qu'il a des origines soviétiques, mais... non, je pense pas. Je pense pas parce que les Russes, en fait, ils sont assis sur une technologie des années 70 qui font évoluer petit à petit, mais ils n'ont pas fait de saut technologique et de passer une génération nouvelle de véhicules et ce genre de choses. Les Américains, ils ont été très ambitieux avec la navette, très très ambitieux, trop, je sais pas, c'est pas à moi de le dire,
mais on a conçu un système extrêmement complexe, extrêmement cher, extrêmement capable. On pouvait monter 20 tonnes, on n'aurait jamais pu construire la station spatiale sans la navette, mais après on s'est rendu compte que ça coûtait 800 millions de dollars par lancement, ce qui n'était pas prévu au départ. Et puis c'était difficile à maîtriser, comme on l'a vu malheureusement en termes de risque. Soyuz, beaucoup moins ambitieux, hein, on monte 1,5 tonne. On monte 3 personnes, la navette on pouvait monter 7 personnes et puis 20 tonnes sur la plage arrière en gros. Et voilà, c'est pas les mêmes ambitions en fait. Et là on voit que les Américains, ils ont fait ce saut, ils ont un nouveau véhicule, enfin ils en ont plusieurs. Ils ont Orion pour faire du deep space comme on dit, dans notre jargon, excusez-moi de vous infliger ça, mais pour aller plus loin dans l'espace, qui est un peu une capsule, mais un peu gonflée aux hormones, parce que c'est comme comparer un petit avion pour faire des vols courte distance, et puis un gros avion long courrier, c'est un peu ça la différence. Donc ils ont fait cet engagement-là, ils y sont allés, ils ont ça, les Russes ils l'ont pas fait. Les Russes ils ont toujours le Soyouz comme ils ont depuis les années 70, et depuis les années 70 il n'y a pas grand-chose de nouveau. Donc moi je trouve au contraire qu'ils sont en train de se faire distancer, c'est mon avis. Ne le répétez pas, dites pas que je vous l'ai dit, mais qui sont en train de se faire distancer dans cette... c'est plus une course, on va dire, mais dans cette exploration spatiale, ils perdent un peu de l'avance qu'ils avaient. Et le fait qu'ils soient les seuls à pouvoir envoyer des gens dans la station, c'est un leurre, parce que ça ne va pas durer très longtemps. Dans 3 ans, c'est fini. Oui, c'est conjoncturel, et puis voilà. C'est malheureux. Un peu. Oui, attendez. Oh là là, par ordre d'entrée en scène. Oui, bonsoir. Allez-y, on passe le micro... Oui, bonsoir. Bonsoir Thomas. Je voulais vous poser une question, en fait, c'est que vous avez expliqué longuement que depuis 10 ans, on arrivait à vivre constamment dans l'espace et qu'on avait quasiment maîtrisé l'orbite basse terrestre. Et je me demandais vraiment quelle est vraiment précisément la prochaine étape entre l'arrivée de l'homme sur Mars et cette maîtrise totale de la basse orbite. Ouais. C'est une bonne question. Alors, on n'a pas maîtrisé totalement, disons qu'on sait y vivre. Après, il nous reste plein de choses à y faire, hein, tu vois, scientifiquement. Si on n'a pas du tout exploité toutes les possibilités, on le sait parce qu'on a les réponses aux appels d'offres, justement, scientifiques qui s'empilent et on a 200 fois plus de propositions que ce qu'on arrive à envoyer dans la station. Donc, il reste ça à faire. La prochaine étape, écoute, si je le savais, je serais directeur général de l'Agence spatiale européenne. Hein, c'est pas facile. Il y a plusieurs versions, comme je te le disais tout à l'heure. On parle beaucoup de missions vers un astéroïde parce que ce qu'on essaie de faire, c'est répondre comme avec la station, où on s'est dit on va profiter du potentiel de recherche et puis on va faire un pas sur la route de l'exploration. Ben là, c'est un peu pareil. On se dit, en faisant ce prochain pas sur la route de l'exploration, qui coûte un peu cher, on nous demande de justifier tout ce qu'on fait parce qu'on est un service public. On est un service public, on est une agence spatiale, hein, on ne peut pas se permettre de dépenser les sous comme on veut, on est contrôlé et puis on doit répondre à des programmes et c'est tant mieux. Donc avant de faire ça, on va essayer en même temps, sans doute, de répondre à une autre problématique. Une problématique à laquelle on peut répondre, c'est le danger qui est réel, hein, sans tomber dans la paranoïa ni rien, des astéroïdes qui s'écrasent sur la Terre. Ça arrive, on l'a vu récemment, on a tous vu ça sur Internet. On parle de rediriger un astéroïde en orbite lunaire, en fait, et ensuite d'aller descendre dessus, l'explorer, en fait, avec la capsule Orion, par exemple, d'aller envoyer des astronautes sur cet astéroïde-là. Donc ça permet de répondre à 2 problématiques. La problématique exploration, on répète nos technologies, c'est un peu la répétition avant le grand saut vers Mars, et puis d'un autre côté, on apprend une nouvelle capacité qu'on n'a pas pour l'instant et qui pourrait être utile dans le futur, même s'il ne faut pas le souhaiter. Voilà. Je ne voudrais pas plomber l'ambiance, mais les astéroïdes sur Terre, c'est pas quand, c'est quand la question, c'est pas si. Hein. Oui, c'est vrai, mais tu la plombes en disant ça. Non, attendez, si, non, oui, alors allez-y, monsieur, et puis après on va aller en bas. Oui, alors vous avez parlé du retour pour aller vers Mars, des missions vers les astéroïdes, mais on ne parle plus de base sur la Lune. Est-ce que ça ne sera pas une étape les Chinois, par exemple, avec leur son Chang'e et tout, on semble manifester l'intention de aller y aller. Ouais. Il n'y a pas 2 approches différentes là ? S'il n'y en avait que 2. Alors, ce que je disais encore une fois par rapport à la diapositive que j'avais au début, la destination finale, très claire, il n'y a pas de débat. Là où on en est en ce moment, très clair, parce qu'on l'a sous le nez, entre les deux, il y a plusieurs manières de faire, je ne veux pas dire qui marchent toutes, qui ont leurs avantages, leurs inconvénients.
Les agences discutent entre elles de tout ça. Il y en a certaines qui ont tendance à promouvoir telle ou telle approche. Pourquoi ? Parce que ça leur parle chez eux, parce qu'ils ont la technologie, parce qu'ils ont des missions précurseurs, parce que culturellement, ça leur parle. La Lune, culturellement, pour les Chinois, ça leur parle énormément. Le Festival de la Lune, c'est présent partout, dans la poésie, dans le langage, etc. Donc c'est un symbole fort pour eux, pour la population chinoise. Et puis aussi, politiquement, c'est pareil, on ne va pas faire de la langue de bois, ça leur parle parce qu'ils veulent faire aussi bien que les Américains, et mieux, c'est tout. Voilà, donc eux, ils ont ces facteurs-là qui rentrent en ligne de compte. Nous, d'un autre côté, on essaie d'avoir une approche vraiment plus scientifique et technique et de se débarrasser un peu de ce côté-là. Et puis, on discute tous ensemble. Voilà. C'est pas arrêté, mais on en parle. Nous, en Europe et aux États-Unis, moins. En Chine, c'est vrai qu'ils en parlent beaucoup. Nous allons au rez-de-chaussée. Je crois qu'il y a une question. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est une question sur un thème un peu particulier, sur les extraterrestres. Qu'est-ce qui vous a été ou non enseigné pendant votre formation et quelle est votre conviction personnelle? Alors, merci. X-Files, allons-y. X-Files. Alors, ce qui m'a été enseigné pendant ma formation, rien. Voilà, et ça, évidemment, les gens qui choisissent de ne pas me croire, parce qu'il y a toujours des gens qui choisissent de croire une version différente que celle qu'on leur propose, mais non, rien, c'est un non-sujet pour nous. On reste dans l'environnement proche de la Terre, on a 450 km. Si nous, on voyait des extraterrestres, on les verrait du sol. Après, philosophiquement, on peut tourner la question dans tous les sens qu'on veut. On peut se dire l'univers est infini, donc il y a une infinité de chances, etc. Ou raisonnablement, comment penser, c'est égocentrique de dire qu'on est la seule race, etc. Moi, je respecte ces questions-là, mais c'est pas notre business à nous, vraiment. Nous, on est très technique, on est un peu terre à terre. On est là pour faire le boulot. J'ai pas vu beaucoup d'astronautes, pour répondre à votre question, se poser vraiment des questions fondamentales sur cet aspect-là. Les gars, c'est un peu des scientifiques, c'est des pilotes, et puis ils font leur tâche quotidienne sans se poser trop de questions métaphysiques. Ça ne veut pas dire qu'on est bête et méchant, mais voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, on n'en a jamais parlé. Ce n'est pas un sujet de discussion qu'on a, sauf très tard le soir. Ouais. Voilà. Oui, d'accord. D'accord. Mais c'est une bonne question. Il n'y a pas de. Non, mais merci il y a pas d'avoir de tabou, posé, mais... monsieur. C'est absolument pas. Je ne suis pas en train de vous dire que ça ne nous intéresse pas. C'est juste que c'est pas nous. Si on veut discuter d'extraterrestres avec des gens qui travaillent dans le spatial ou qui s'intéressent au spatial, malheureusement, les astronautes, je ne pense pas que ce soit des bons interlocuteurs pour ça, en fait. Voilà. Et je m'en excuse. Je retiens que les astronautes sont terre à terre, moi. Ça me... Ouais. Oui, madame. Non, pardon. Oui, allez-y. Oui, parce qu'il y a les oreilles, mais il y a les yeux aussi. Je me demandais, j'avais une question un peu plus axée sur votre mission à vous. Oui. Je voulais savoir quel pouvait être l'impact psychologique sur une mission spatiale comme ça, sur un long terme, sur une durée assez longue. Une durée de 6 mois, ma mission. Ouais. L'impact psychologique sur moi, tu veux dire? Sur tous les astronautes qui surtout, peuvent... Oui, voilà, sur le sujet, la personne qui mène la mission. Alors, c'est une bonne question. Il n'y a pas de grands changements, on ne devient pas fou, on ne devient pas... mais on croyait au début de la recherche spatiale, tu sais, Yuri Gagarin, c'est pas pour raconter des anecdotes, mais il ne pouvait pas reprendre les commandes en manuel. Il fallait rentrer un code, lui il avait la moitié du code, et le centre de contrôle avait l'autre moitié. Pourquoi ? Parce que les gars n'étaient pas sûrs qu'ils ne deviennent pas fous, que dans l'espace on ne devienne pas fou. Tu vois, et qu'il ne voulait pas qu'il puisse reprendre les contrôles, les commandes de lui-même et faire n'importe quoi s'il devenait fou. Donc c'était seulement avec l'autorisation du centre de contrôle. Voilà. Au début on ne savait pas. Ce qui se passe très souvent, et ça je l'ai vu chez des collègues, c'est que les gens ils prennent du recul en fait, un recul que nous on n'arrive pas à prendre sur Terre, parce qu'on a la tête sur notre copie en fait. Et on a fait beaucoup de progrès maintenant, on a Internet, on a plus d'informations, etc. Donc on comprend un peu que c'est un vaste monde, mais on n'arrive pas physiquement à prendre ce recul-là. Et je ne pense pas que l'être humain, en tout cas moi, est fait pour intégrer des choses qui dépassent un peu trop son échelle. Dès qu'il commence à y avoir un petit peu trop de zéro, un petit peu trop de distance, on ne comprend plus rien. Enfin moi je ne comprends plus rien. Et en fait de voir un peu la fragilité de la Terre, l'atmosphère, quand tu regardes sur le côté comme ça, en vue un peu rasante de la station spatiale, c'est ridicule. Ça contient toute la vie qu'on connaît dans le système solaire et à des années-lumière. Toute la vie, il n'y a pas de vie ailleurs pour l'instant.
Et quand on se rend compte de ça, en fait, souvent, ce qui est assez drôle, alors je ne veux pas verser dans la philosophie non plus, mais les gens qui sont dans leur station spatiale, là, dans leur vaisseau spatial à 6, avec leurs ressources limitées, avec leurs horizons différents, et puis qui essayent tant bien que mal de faire marcher le bateau parce qu'ils n'ont que ça, et puis les ressources elles sont limitées, et puis il faut bien le faire marcher parce qu'ils n'ont pas tellement dans leur environnement ailleurs où aller. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que quand on regarde la Terre, c'est exactement la même chose. Et la Terre, c'est un espèce de vaisseau spatial comme ça qui se promène dans le noir absolu de l'espace où il n'y a pas de vie, où on a des ressources limitées, on est tous ensemble, et il faut quand même bien arriver à faire marcher le truc parce qu'on n'a pas de plan B. Voilà. C'est peut-être un peu naïf de dire ça, mais les gars, en rentrant, ils se rendent compte que leur situation comme ça, un peu isolée, un peu à la merci de plein de choses, et dans leur vaisseau spatial, c'est exactement ce qu'on a ici, sauf qu'on a tellement le nez dessus, et qu'on est tellement nombreux, et qu'on n'arrive pas à calculer les grands nombres, qu'on n'arrive pas à l'intégrer. Voilà. Et souvent, quand les gars reviennent, ça, ils l'ont intégré. Madame Fournéron, une question. Appuyez sur le... Oui, appuyez sur... Voilà, vous connaissez. Je peux me servir du micro. Ouais. Disons à Thomas que astronaute, mais aussi pédagogue. Hein, parce que quand on voit la qualité de l'intervention, je pense qu'effectivement la famille est là, mais la côté pédagogie, on voit vraiment remarquable sur cette soirée. Je voulais revenir sur les aspects un peu médicaux. Oui. Vous avez évoqué tout à l'heure la fonte musculaire importante, évidemment, pendant les 6 mois. Est-ce qu'il y a des éléments que l'on connaît mieux sur l'évolution d'un certain nombre de paramètres? Quel est le type de suivi médical que vous avez avant de partir? Et ensuite, en revenant, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des spécificités particulières autres que celles qui sont liées à l'impesanteur? Non, pas vraiment. Alors c'est un sujet complexe. Hein. Évidemment, on pourra en parler un peu dans les détails, mais on se rend compte qu'on ne perd pas que du volume musculaire, on perd aussi à volume égal sur le rapport poids-puissance, des choses comme ça. Et puis les muscles des couches externes en fait sont moins affectés qu'en fait les muscles des couches internes et des choses comme ça qui se passent. Et puis il y a des groupes de muscles spécifiques qui sont plus touchés que d'autres. Ça, on a des... Alors si la question c'est comment on se prépare à ça, qu'est-ce qui est fait après, on a des médecins qui nous suivent. Chaque astronaute a un médecin désigné. Tous les ans, on a tout un tas de mesures qui sont prises sur nous. Avant la mission, tout un tas de mesures qui sont prises. On a même des biopsies musculaires. Densité osseuse, on fait ça. On a fait densimétrie osseuse. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête parce que moi, je ne suis pas médecin. Mais on fait densimétrie osseuse à l'aller, au retour. On est examiné sous toutes les coutures. Et même à bord, on a maintenant de plus en plus de systèmes de diagnostic et d'examen à bord. On fait des scanners, des fonds d'œil, des choses comme ça à bord de la station qu'on ne faisait pas avant. Et on est extrêmement bien suivi. Et ça, encore une fois, il y a des applications de tout ça dans la médecine de tous les jours. Voilà. Et au retour, pardon, vite fait, vous êtes suivi ad vitam aeternam ou il y a un moment où on vous lâche un peu parce que ça doit quand même... On est suivi. En fait, les premiers jours sont difficiles parce que le système de l'oreille interne en fait s'est adapté à l'impesanteur, marche plus très bien au sol. On a débranché certains signaux. Le cerveau s'est bien fait, s'est adapté à débrancher certains signaux pour pouvoir faire face un peu à l'état d'impesanteur. Mais quand on rentre au sol, tout ça s'est débranché. Par contre, on en aurait bien besoin. Donc les gens s'évanouissent. Il y a des chutes de pression sanguine, il y a des désorientations. On n'a pas le droit de conduire, on n'a même pas le droit de monter les escaliers au début. Donc les 2 premiers jours sont un peu difficiles. On reste sous observation 4 ou 5 jours. Ensuite, on rentre chez soi. Et puis là commence une phase un peu de rééducation. On fait du kiné. On a des spécialistes de l'exercice physique qui viennent, qui mesurent notre performance physique, qui nous font progressivement revenir à notre niveau d'avant la mission. Mais en gros, ça c'est très intense au début et puis ça s'atténue, mais on revient à notre niveau initial 6 mois après le retour sur Terre, on va dire. Voilà. D'accord. Une question dans la salle du bas, je crois. Oui. Bonsoir. J'avais une question parce que vous avez dit qu'il fallait à peu près 14 ans, enfin il a fallu 14 ans pour construire l'ISS, mais il y a forcément une interaction gravitationnelle avec la Terre, donc du coup ça va forcément retomber sur la Terre. Et comment les agences spatiales ont-elles prévu de démonter ou d'empêcher cela? Ouais. Alors, ça retombera pas sur la Terre tant qu'on décide pas que ça retombe sur la Terre.
Parce qu'il y a une interaction gravitationnelle, oui, ce qui est vrai pour tous les satellites et notamment pour les plus massiques, en fait, comme la station spatiale, qui est l'objet le plus lourd qu'on ait dans l'espace. Mais c'est contrôlé, c'est pas un objet complètement passif. La station spatiale, on a tout un tas de moyens de la contrôler, de changer sa trajectoire. Périodiquement, on accélère, ce qui a pour effet d'élever l'apogée de la station. Ensuite, on fait la même manœuvre, une demi-orbite pour élever le périgée, sans rentrer dans les détails. En gros, ça fait remonter l'orbite à peu près circulaire qu'on a. Donc on la contrôle et on ne la laissera pas retomber tant qu'on n'a pas décidé de la laisser retomber. En même temps, un jour, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, il faudra se préoccuper de comment cette station, on va la désorbiter ou la déorbiter. On l'a fait avec la station Mir, qui était quand même plus petite. Là, est-ce qu'on va la désorbiter en comment on dit, désorbiter, je sais même pas. Ça m'arrive rarement, je crois. Parce que moi, j'ai pas envie qu'on la désorbite ou déorbite trop tôt quand même, pas avant 2016. Mir, ça faisait de la peine quand même. Et est-ce qu'on le fera en une fois? Il va falloir la séparer pour la descendre? On n'a pas répondu à ce problème-là. Par contre, par exemple sur l'ATV, la contribution européenne, là on a un cargo ravitailleur ATV qui est arrimé à la station en ce moment même, qui va redescendre le 27 février. Le 27 février, il va faire une expérience de rentrée atmosphérique et il va faire tout un tas de mesures. Alors je ne sais pas les détails, excuse-moi, sans doute je devrais, mais je ne les sais pas, dans le cadre d'un groupe de travail franco-européen, américain, sur justement la désorbitation. On va dire ça. Il y a des gens sur Twitter qui sont en train de me dire de l'ISS. Voilà. C'est une vraie question. C'est une vraie question super intéressante d'ailleurs. La rentrée atmosphérique, c'est une des parties les plus fun du travail. Oui, parce qu'on a laissé des cochonneries sur la Lune déjà, etc. Hein. Oui. La Lune, c'est loin, mais là, en orbite basse terrestre, on essaye de rien laisser. D'ailleurs, on a des... Bon, pardon, je ne vais peut-être pas trop digresser là-dessus, mais on a des initiatives qui s'appellent Clean Space à l'ESA, où on essaye de nettoyer un peu tout ça. On a des projets pour aller nettoyer les débris en orbite basse terrestre, super intéressant aussi. Oui, voilà une question, monsieur, bonsoir. Ah bah, on s'est déjà vu. Oui. Thomas a abordé lors de sa présentation initiale et a dit qu'il développerait ce point, le rapport de l'astronaute à la Terre quand il est de là-haut. Vous avez dit qu'il y a une vision qui évolue. Et puis une autre petite question qui est un peu liée, savoir si les connaissances sur l'origine de la vie terrestre, de la vie humaine, sont plus riches grâce à la conquête spatiale. Alors, le rapport de l'homme à la Terre, c'est un peu ce que j'ai dit dans la réponse à la question de tout à l'heure. C'est ce côté recul. Les Américains appellent ça the overview effect. Donc, c'est de prendre, tout d'un coup, se prendre en pleine figure, ce recul, ce côté vu d'en haut, et puis d'intégrer tout ça dans sa globalité. Et puis de se rendre compte qu'on est tous dans le même bateau au final. C'est ça en fait de ce que je voulais dire par le rapport à la Terre. Ça se traduit pour certains par une conscience écologique. Tu sais, il y a des gens qui sont après astronautes, sont devenus ambassadeurs de tout un tas d'initiatives de bonne volonté, au travers de blogs, au travers d'associations caritatives, etc. Moi j'ai des gens que je connais qui ont fait ça après leur carrière d'astronaute, ça peut être autre chose. Voilà, sur l'origine de la vie, ça c'est pas une question à laquelle on peut répondre nous en restant dans l'orbite basse terrestre. Mais c'est une bonne question. Je ne vais pas dire c'est la seule bonne question, mais presque. C'est ça qui est intéressant, mais pour tout le monde, même si on ne se rend pas compte, même si on oublie, mais dans notre quotidien, on veut tous savoir d'où on vient, où est-ce qu'on va, à quoi ça rime tout ça, pourquoi on est là, etc. Les gens qui s'intéressent à la religion ou aux extraterrestres, c'est aussi ça qu'ils veulent savoir. On veut tous savoir ça. Même si on l'oublie parfois. Et ça, c'est en allant plus loin, c'est en allant vers Mars qu'on va répondre à tout ça. Rosetta, c'est une tentative de répondre à tout ça. C'est les astéroïdes ou les comètes, c'est des corps qui sont en fait des témoins du Big Bang, c'est des corps qui n'ont pas changé, qui n'ont pas été agglomérés, bombardés, changés de structure depuis ce moment originel. Donc en allant toucher ça du doigt, on voyage dans le temps. Ce qu'on irait faire sur Mars, c'est ça aussi, c'est comprendre comment la vie apparaît au final, et puis surtout comment elle disparaît. Donc ça, l'exploration spatiale, elle a clairement, je suis d'accord avec toi, pour but de répondre à cette question-là. Mais malheureusement, nous, dans la station spatiale, trop proche de la Terre, on ne sait pas répondre à ça. On sait pas répondre à ça. Une question au rez-de-chaussée. Oui, bonsoir, je ne vous vois pas. Il y a une question en bas? Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure que vos combinaisons, vous les jetiez quand vous n'en avez plus besoin, oui. Ou bien vous avez parlé aussi de Clean Space. Donc, je voulais savoir ce que vous faisiez des déchets. Alors,
Alors, Clean Space, c'est au sens large. Hein. C'est pas, ça ne concerne pas vraiment les déchets des astronautes. Les combinaisons, ce n'est pas tellement les combinaisons qu'on jette, c'est les vêtements. En fait, on jette les vêtements parce que tout simplement, c'est plus économique et même écologique, si on pousse le raisonnement, que de les laver. Les déchets, on essaie d'en produire le moins possible. Ce qu'on fait, c'est qu'on rentre les brûler dans l'atmosphère. En fait. Les vaisseaux qui nous ravitaillent, une fois qu'on a utilisé tout le ravitaillement, qu'on a transféré tout ce qui nous intéressait, on les remplit avec nos déchets, parce qu'évidemment l'activité humaine produit des déchets, ça on ne peut pas s'en cacher, et on les fait rentrer dans l'atmosphère, mais avec un angle qui est plutôt pentu et qui sans bouclier thermique, donc ils vont tout simplement brûler, ça va faire une belle étoile filante en rentrant dans l'atmosphère. Et ça n'a pas de conséquences de gaz à effet de serre, etc., parce que c'est bien plus haut que ça se passe. Donc voilà, on fait ça avec nos déchets. Et Clean Space, c'est un peu plus large, c'est pour l'ESA, c'est pas que pour nous, c'est même pas vraiment pour nous, c'est comment faire des missions spatiales sans que ce soit dommageable à l'environnement. Donc c'est vraiment des techniques plus écologiques à tous les niveaux, pour les moteurs spatiaux, la propulsion, les énergies électriques, etc., des normes. Et puis c'est aussi le côté déchets en orbite, tous les déchets, débris en orbite spatiaux, qu'un jour il faudra bien nettoyer, non pas parce que ça pollue au sens vraiment où on l'entend, mais parce que ça gêne. Voilà, c'est un danger pour nous. Je ne sais pas si vous avez vu Gravity, heureusement nous ça ne nous arrive pas, mais parfois on change l'orbite de la station parce qu'on sait qu'il y a un débris qui a une trajectoire un peu convergente, on prend toujours 10 km de marge, ce qui est énorme, mais on va tous se mettre dans le Soyouz, on change l'orbite de la station, on attend un petit peu 2 heures que ça se passe, que ça se croise, et puis après on reprend notre vie normale. Donc c'est pas tous les jours, mais ça arrive de temps en temps. J'ai une question avant d'aller en bas. Tout à l'heure, vous parliez d'exploration et d'expérimentation. Moi, je voudrais juste que vous essayiez de me donner la proportion de ce que vous vous sentirez, parce que vous n'y êtes pas encore allé, mais est-ce que vous serez un explorateur, surtout, ou un expérimentateur de techniques, de technologies, etc. Ce n'est pas forcément le même sentiment, la même sensation. Non, c'est vrai. Je pense que dans notre, on va dire, je vais répondre autrement, dans notre cœur, on est tous un peu des explorateurs. Un peu à 100% quelque part. Ce qu'on a envie, nous, c'est d'aller mettre le pied là où personne l'a jamais mis. C'est ça qui allume la flamme, je pense, chez les astronautes. Je le vois dans mes collègues. C'est sans doute un peu présomptueux, mais de se dire, on aime bien être un peu les explorateurs modernes, dans des territoires vierges. Il n'en reste quand même pas tant que ça. Donc quelque part dans le cœur, on se sent un peu tous explorateurs. Dans la vie de tous les jours, on est plus, je veux dire 70-30 ou 80-20, on est plus expérimentateurs. Oui, parce que l'orbite basse, c'est pas c'est plus le bout du monde. Non, c'est plus le bout du monde. On apporte notre petite pierre en fait à ce processus qui ira plus loin, mais ce sera peut-être pas nous, ce sera peut-être pas moi, malheureusement. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que ce soit quelqu'un au final qui aille plus loin. Voilà, c'est pas grave. La salle en bas, oui, bonsoir, madame, je vois. Bonsoir. C'était pour savoir comment une astronaute peut fonder une famille avec les études et tout ça. C'est marrant, d'habitude elle arrive plus tôt cette question-là. C'est sûr que c'est pas le meilleur métier pour la vie de famille, ça c'est certain. On enfonce des portes ouvertes en disant ça. Et puis que surtout... En fait, c'est ce qu'on m'a dit, c'est qu'il faut mieux avoir ses enfants avant. Je sais, il n'y a pas de recherche scientifique, hein, mais bon, il y a on m'avait dit aussi que les pilotes à Air France avaient que des filles, des questions de radiation. Je ne sais pas si c'est vrai. On m'a dit aussi qu'il faut mieux avoir des enfants avant d'aller dans l'espace. Non, c'est pas facile. C'est pas facile de faire tout à la fois, pas que dans le métier d'astronaute, hein, mais quelque part, bizarrement, une fois qu'on est dans l'espace pendant 6 mois, en fait, tout d'un coup, ça devient plus stable. Au lieu de voyager beaucoup et de passer les week-ends dans l'avion pour aller de Houston à Moscou, ce qui est quand même mon quotidien, malheureusement, parce que ce n'est pas la partie que je préfère, tout d'un coup, 6 mois au même endroit, à un numéro de téléphone fixe, c'est beaucoup plus simple pour gérer sa vie familiale, sa vie privée. Voilà. Et puis après, la mission, on a du temps pour ça. Mais ce n'est pas facile. Ouais. C'est pas facile. Non, mais enfin, votre épouse ou votre compagne, elle sait où vous êtes. Hein, exactement. C'est toujours. Oui, une question là-bas. Oui, j'ai une question. Combien de temps ça dure une carrière d'astronaute ? Très longtemps, j'espère. Ça dure. On a une date limite de consommation qui est notre visite médicale en fait. On a une aptitude médicale comme les pilotes et si on la perd,
tout s'arrête, malheureusement. Mais c'est comme ça fait partie des règles du jeu. Et puis les médecins de l'ESA ne sont pas là pour nous mettre le couperet au-dessus de la tête. Ils sont au contraire là pour faire en sorte que ça se passe bien, pour nous aider. Donc en général, parfois c'est un problème, c'est pas toujours un problème. Ensuite, on peut voler jusqu'à... Écoute, le record, c'est 77 ans. Mais c'était une expérience sur un peu un âge avancé en orbite. La norme, c'est qu'à partir de 55 ans, en général, rares sont les gens qui volent après 55 ans. Voilà. Mais aussi parce qu'une carrière d'astronaute, en général, moi j'ai eu de la chance, j'ai été recruté jeune, et encore aujourd'hui, je suis le plus jeune du corps des astronautes européens, du moins. Mais en général, ça commence plutôt vers 40 ans. 40-45 ans, donc si on ne fait pas voler les gens jusqu'à 55, bon. Et parce qu'il faut avoir eu une vie avant, en fait. Un astronaute, c'est pas, on ne sort pas de l'école, on est astronaute, il faut avoir prouvé un peu ce qu'on valait dans la vie d'avant. Madame, qui attend depuis pas mal de temps, je crois, allez-y. C'est pas grave. Thomas, je suis très fière de toi. Ma question, c'est sur les repas, l'alimentation, dans la station. Ouais, pourquoi? Parce que tu as des suggestions à proposer. Oui. Je suis preneur. Hein. Je pourrais te donner des petites boîtes. Non, alors l'ordinaire, c'est soit russe, soit américain, et c'est surtout à base de boîtes en conserve, de boîtes de conserve, nourriture lyophilisée, pas tant que ça lyophilisée, mais surtout boîtes de conserve. Mais c'est assez varié en fait. Pour les Européens, nous on a la chance quand on monte dans la station, chaque pays européen se voit un peu proposé par l'Agence spatiale européenne de participer à la nourriture à bord. Donc l'astronaute en fait a de la chance, choisit un petit peu ce qu'il aime bien et peut emmener des spécialités nationales ou régionales. Grand appel du pied. Oui, j'avais entendu qu'il y avait un chef qui avait concocté des plats, c'est ça? Récemment, dans l'émission française du passé, c'était Alain Ducasse qui s'occupait de tout ça. Oula. Ouais. Et encore maintenant, pour les grandes occasions, les Américains ont de la nourriture Alain Ducasse, bon, en boîte quand même, c'est pas non plus, mais fournie pour Noël. Les gens parfois m'ont dit, mais c'est ENAF qui fait la nourriture. Non, ENAF fait les boîtes. D'accord. Alain Ducasse fait l'intérieur, ne confondons pas. Le canard à la rouennaise en apesanteur. Alors, oui, là, assez vite. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, je voulais savoir, après tout ça, après cette mission, qu'est-ce que vous pensez faire? Est-ce que vous allez retrouver votre métier de pilote ou est-ce que vous allez devenir scientifique Alors, j'ai failli faire la blague, je vais devenir président de région, mais j'ai déjà fait tout à l'heure. Si j'insiste lourdement, ça commence à devenir un peu étrange. Oui. Non, pas du tout. Non, moi, je pense qu'après, on essaie de revoler, en fait. Enfin, on se repose un petit peu, on est content de revenir, 6 mois loin de la famille, des siens, des proches, etc. On souffle un peu. Et puis après, le virus reprend, je pense. Et les gens qui ont vécu ça, moi je vois mes collègues, ils ont qu'une hâte, c'est de repartir. Après, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Tu sais, si on a moins de vols, s'il y a des programmes qui démarrent, d'autres qui s'arrêtent, etc. Tu sais, ça ne dépend pas beaucoup de moi, en fait, tout ça. Moi, tant qu'on me propose de voler dans l'espace, je pense que je continuerai. Après, il y a des gens qui ont fait d'autres choix de carrière, hein. Il y a quand même beaucoup de gens qui restent dans le milieu du spatial, hein, en tant qu'expert, en tant que manager aussi à l'Agence spatiale européenne. Directeur de vol, non? Oui, il y a eu ça aussi, directeur de vol. Oui. Il y a des gens qui sont retournés pilotes, hein. Il y a un astronaute pilote de navette, commandant de bord de navette, il en a eu marre, sa carrière était derrière lui, il a dit moi je vais redevenir pilote de ligne, il a recommencé à zéro comme les jeunes de 21 ans là, qui rentrent, et puis parce qu'il aimait voler. Tu vois, il y a un petit peu tout, mais à un moment, il faut faire son choix. Pour l'instant, je sais pas de répondre à cette question. Direction la salle du bas, on va essayer d'aller vite un petit peu maintenant, parce que la piste est en vue. Oui, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question à propos de l'eau et tout ce qui est liquide dans l'espace. Oui. Parce que vous parliez tout à l'heure quand ils buvaient et laissaient leur verre sur le côté. Oui. Au niveau des détachements entre le verre et le liquide, comment ça se passait? Ouais. Et si ça faisait une bulle du liquide ou si ça s'effondrait et tombait. Le whisky du capitaine Haddock. Okay, en fait. Oui. Non, écoute, tu as raison, tout à l'heure, j'ai pas été clair. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas dans la station où tu laisses ton verre comme ça, parce que dans la station, on n'a pas de verre. C'est que dans la station, tu laisses quoi que ce soit, un stylo, ton équipement, les choses comme ça. Tu as vu tout à l'heure la petite vidéo avec les feuilles de papier.
Et après, la personne faisait ça avec un verre sur Terre. Dans la station, on n'a pas de verre parce qu'on ne pourrait pas boire avec un verre. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une force alors, je vais essayer de ne pas devenir trop théorique non plus, mais il y a une force dans tous les liquides qui fait que les liquides en fait, ont tendance à coller aux surfaces, aux parois. Et ça, c'est ce qui fait, ça parlera à tout le monde, les larmes de vin dans le verre de vin. La tension de surface, exactement. Et je voulais pas, ça fait peur de dire je voulais pas le dire parce que ça impressionne des termes. Oui, mais moi j'ai que ça pour impressionner. C'est pas. Donc voilà, les larmes dans le verre de vin. Mais par contre, sur Terre, cette force, elle est complètement archi-minoritaire par rapport à la gravité. C'est-à-dire quand on verse le verre, ça coule. Par contre, nous, dans l'espace, on a une gravité, mais elle ne s'applique pas parce qu'on est en chute permanente, en impesanteur. Donc si jamais on renversait un verre de vin, il ne se passerait rien parce que ça colle au liquide, et ça colle aux parois. Et la force qui fait coller le liquide aux parois est bien plus forte que toutes les autres forces. Donc on pourrait le boire avec une paille, mais c'est pour ça qu'on n'a pas de bouteille dans la station, parce qu'il faudrait avoir une paille qui va jusqu'au fond. Au fur et à mesure qu'on boirait le liquide, en fait, il descendrait dans la bouteille et à la fin, il resterait collé au fond comme ça. Voilà. Encore une question là, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi ça me paraît dingue d'avoir une vie quotidienne dans un module si petit, notamment pour l'eau, pour boire, pour faire pipi. Donc comment vous faites pour avoir une vie quotidienne dans ce module? Ouais. On s'habitue à tout en fait, c'est ça qui est beau. Alors pour se laver, on utilise des lingettes pour prendre les choses une par une. On frotte comme ça le corps avec des lingettes, ça marche très bien. Ça lave aussi bien qu'une douche. Je racontais tout à l'heure, j'ai une collègue en rentrant sur Terre, la première chose qu'il voulait, c'était une douche. Il s'attendait à avoir l'eau un peu marron, et finalement non, c'était très très propre. Il m'a dit ça, j'étais content, j'étais soulagé un petit peu. Donc on se lave avec des lingettes, on se rase. On se brosse les dents de la manière avec du dentifrice, sauf qu'on l'avale, on ne va pas le cracher. À la fin du brossage, on avale le dentifrice. Des petites subtilités comme ça. On se lave les cheveux avec des serviettes un peu imbibées de shampoing et d'eau. Donc ça se fait bien. Pour tout ce qui est toilette, sans devenir trop visuel, ça se fait par aspiration. Voilà, je vais vous laisser avec ça. Allez voir sur Internet, parce qu'évidemment, il y en a qui vont le faire. Et puis, c'était quoi le reste de la question? C'était la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, on s'habitue, on se rend compte qu'il y a des endroits qui marchent mieux pour faire sécher sa serviette, parce que sinon, elle flotte, on se la prend dans la figure, enfin, des trucs un peu bêtes. Mais on s'y habitue. Et puis, ça, on ne s'entraîne pas vraiment à ça. C'est plutôt en discutant avec nos collègues qui redescendent, voilà. Qui disent, attends, un truc complètement bête, mais auquel je n'étais pas préparé, c'était ça. Par exemple, dormir, je sais que j'ai un collègue, en dormant, la position de repos des bras, en fait, nous sur Terre, on est comme ça à cause du poids, mais en dormant, les bras remontent comme ça, parce que l'articulation de repos la position de repos des articulations, c'est à peu près ça. Donc, les gars s'endorment comme ça, puis se réveillent avec des bras comme ça. Et j'ai un collègue qui m'a raconté ça, qui m'a dit la première fois, il s'est réveillé avec 2 mains comme ça près du visage, et il n'avait aucune conscience que c'était les siennes. Il y a des choses comme ça un peu folles qui se passent, mais voilà, pour la vie de tous les jours. J'ai une question en bas. Oui, on va aller vite maintenant. Rebonsoir. Vous avez parlé plusieurs fois que Mars était la destination finale. Mars n'est-il pas une étape plutôt pour des nouvelles planètes habitables, notamment celles découvertes par les satellites Kepler qui ressemblent à la Terre, par exemple? Ouais. Alors on les aime bien ces planètes-là, et c'est vrai qu'on en découvre de plus en plus tous les jours. Le seul problème, alors Mars, c'est pas la destination finale, tu as raison, je me suis trompé, j'aurais pas dû dire finale, j'aurais dû dire la destination sur laquelle tout le monde est d'accord. Ça veut pas dire qu'on va s'arrêter là, ça veut dire qu'on a tous envie d'y aller. Le seul problème de ces planètes-là, c'est qu'elles sont beaucoup trop loin, beaucoup trop loin pour nous. Mars, on peut imaginer y arriver. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Attention, sinon il serait déjà. Mais c'est quelque chose qu'on peut envisager et qu'on se dit, voilà, dans 20 ans. Là, je sais pas. Quand on parle de plusieurs années-lumière ou de centaines d'années-lumière ou de milliers d'années-lumière, là, on en est très très loin. Et je ne dis pas que ça ne se fera jamais, mais là, il va falloir d'autres technologies qui n'existent pas du tout, dont on n'a aucune idée. Et là, on parle en centaines d'années. Voilà. C'est pas l'exploration spatiale, ça s'arrêtera jamais. Voilà, parfois ça a plus d'enthousiasme que d'autres, mais ça s'arrête jamais, puis ça s'arrêtera jamais maintenant que c'est commencé. Après, c'est une aventure au très très long cours, hein, mais la Terre, tu regardes, c'est pareil, ça fait des milliers d'années, des centaines de milliers d'années qu'on y est, et puis on n'a pas.
Oui, au balcon, si je puis dire. Oui, bonsoir. Oui, vous avez parlé donc de votre centre de formation en Allemagne, je crois que vous avez parlé de Cologne. Oui. Quand vous êtes en Russie, vous vous entraînez dans quel endroit? Baïkono peut-être? Et puis aux États-Unis, vous allez dans quelle ville? Parce qu'en France, vous n'avez pas de centre de formation. Non. En France, anciennement, dans le passé, les astronautes, c'est des astronautes nationaux. Donc chaque pays était responsable. Nous, on avait des astronautes français au CNES. Les Allemands étaient ailleurs, les Italiens étaient ailleurs. Maintenant, on s'est mis tous ensemble. Et puis, il se trouve que le centre des astronautes est à Cologne, en Allemagne. En Russie, c'est pas Baïkonour. Baïkonour, c'est au Kazakhstan, c'est plus au sud. Baïkonour, c'est juste pour les lancements et le retour sur Terre. C'est la base de lancement, la base d'entraînement. C'est la Cité des Étoiles, que tout le monde connaît au moins de nom. Et par contre, connaît beaucoup moins bien géographiquement. C'est une 40aine de kilomètres au nord-est de Moscou. Voilà. Et à Houston, au Texas, au Johnson Space Center de la NASA. Une question en bas, on va essayer d'aller vite là, parce que je suis tenu. Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Qu'en est-il de la dose de radiation due aux rayons cosmiques pendant un vol? Bonne question. Merci, monsieur. La dose de radiation, elle est environ, pour faire court, c'est 100 millisieverts. C'est 100 fois supérieur à la dose, 100 fois supérieur, on va dire, à la dose normale d'une personne sur Terre qui reçoit de 1 à 3 millisieverts en fonction d'où ils habitent. Voilà. Un pilote de ligne, c'est 10 millisieverts par an, et les astronautes, c'est 100 millisieverts en 6 mois. Donc c'est 10 ans de pilote de ligne ou 100 ans de personnes normales. On est loin de niveaux de type Tchernobyl, sans avoir des choses qui fâchent. On en est loin, mais c'est quand même assez élevé. Donc on ne peut pas faire 12 missions de 6 mois dans l'espace, ça ne marcherait pas. Voilà. On va être limité à un moment en temps. Voilà, je crois que j'ai encore une question, et puis ça va être pour la route retour. J'ai une question. Quelle est la température dans l'espace? Alors, la température, on va finir sur un truc bien physique, là, comme ça tout le monde va être assommé. La température, c'est de l'agitation thermique, en fait. C'est ça, la température. C'est l'agitation thermique de molécules. Dans l'espace, on n'a pas d'atmosphère, donc on n'a rien qui s'agite quelque part. Donc on parle en température de surface. Il n'y a pas de conduction, il n'y a pas de convection, il n'y a que du rayonnement en termes de transport de chaleur. Voilà, tout le monde est bien endormi. Température de surface, en gros, si j'expose ma combinaison spatiale blanche au soleil, la surface va monter à plus 150 degrés. Si je la mets à l'ombre, pendant le temps que l'équilibre se fasse, elle va descendre à moins 100 degrés. Voilà, c'est ça les contraintes thermiques. Dernière question. Pas facile de bronzer les gamins, hein, c'est pas. Non, il faut, une dernière question au rez-de-chaussée, voilà. Oui, Monsieur Pesquet, on ne peut que vous remercier pour l'enthousiasme que vous pouvez communiquer. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je suis de l'Aéroclub de France et on déplore beaucoup qu'il n'y ait pas plus auprès des agences, des médias, un poids médiatique plus élevé. Vous-même qui êtes au sein des saints, est-ce que vous n'avez pas une possibilité de faire passer ce message? La Terre est tellement belle vue de l'espace. Tous ceux qui, parmi d'entre vous, y sont allés, sont venus émerveillés. Je pense aussi que pour les jeunes, s'ils avaient conscience de ça, pour leur futur, pour la stabilité de notre planète, ce serait quelque chose d'extrêmement intéressant. Mais je pense qu'il y a un gros effort à faire du point de vue communication. Où elle a investi du chargé de mission. Chargé de mission. Mais monsieur, je vous félicite et je vous en veux un petit peu parce que vous venez de me piquer ma conclusion. Non, mais c'est vrai, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Et puis c'est pour ça que je viens aujourd'hui, encore une fois, pas pour parler de moi et pour dire regardez, c'est super cool ce que je fais, c'est vraiment formidable. C'est pas ça, c'est pour dire ça concerne un peu tout le monde, et puis on peut le toucher du doigt, c'est important, c'est des choses qui vous appartiennent à tous. C'est pas des choses qui m'appartiennent à moi, c'est pas mon petit plaisir égoïste d'aller dans l'espace et puis je suis content et puis ensuite je vais écrire un livre et puis je vais le lire tout seul. C'est pas ça. On le fait vraiment un peu pour tout le monde. Et puis tout le monde a un peu sa place là-dedans. On a parlé de campus des métiers, on a parlé de vocations scientifiques et techniques. Et ça c'était bien parce qu'on a beaucoup de place là-dedans pour les jeunes en Haute-Normandie. Et il y a des métiers pour tout le monde dans tous les domaines de l'aéronautique et du spatial. Donc moi je vous attends dans ces métiers-là, les jeunes. Bien. Au passage, comme ça, je vais vous parler d'alcool. Ça sera le jeudi 19 février. Nous recevrons quelqu'un. Je vois pas le rapport, parce que sauf le whisky du capitaine Haddock. Et puis, je pense que le président de notre région avait un petit mot à dire, je pense. Oui, mais alors vraiment très bref. Bonsoir à toutes et à tous. Je veux juste simplement d'abord remercier Science Action pour
toute l'organisation des conférences, cher Dominique, et puis toutes les équipes de Science Action, parce que la culture scientifique et technique, il faut la défendre, il faut la valoriser. C'est très, très, très important, mais Thomas l'a dit bien mieux que moi. Remercier Thomas pour, je vais le dire comme ça, pour la Haute-Normandie, pour la Normandie, parce que je l'ai dit d'une boutade tout à l'heure à la presse. Moi, j'adore la Normandie, mais quand j'en parle à des personnes étrangères, on me dit la Normandie, c'est formidable, c'est les pommes, le débarquement, c'est Jeanne d'Arc. Bon. La Normandie d'hier, c'était Jeanne d'Arc. La Normandie d'aujourd'hui, c'est Thomas Pesquet. Voilà. Merci à Thomas Pesquet. Merci. 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 Ah oui, super. Je fais l'âme pour avoir dit non, mais c'était génial. Merci. 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 Plaisir.